Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quand c'est l'été. Épisode 5 de la deuxième saison, ça va super vite. Comment ça va, François? Ben écoute, super excité. En fait, c'était ma fête la semaine passée. C'est vrai. J'ai eu 29 ans. Donc, je Crime. commence officiellement ma trentaine. Ben écoute, ça fait bizarre à part le fait que j'aie jamais eu aussi peu hâte à ma fête que ça. Mais ça reste que je me suis fait souligner d'une manière très remarquable par mes collègues du Camp Port-Neuf. Pour vrai, là, c'est vraiment du bon monde. Puis je me suis senti super spécial à ma journée de fête. Je pense que c'est ce que tout le monde veut, mais ça va super bien. Puis pour faire un suivi rapide, la campagne a bien fonctionné. J'ai vu vos objectifs où vous étiez rendus là, depuis la première fois où tu en as parlé dans les premiers épisodes de la saison 2. Ça a vraiment avancé, hein. Mais en fait, premier épisode de la saison 2, on était peut-être à 3000, 4000 et présentement, on est à presque 15 000 dans la partie socio-financement. Donc, ce qui est à dire vraiment des monsieur, madame, tout le monde qui donne à partir de la plateforme. Mais pour ce qui est du financement avec corporatif, ça, c'est plus, admettons, à mi-chemin. Donc, nous, 15 000 sur 20 000, puis environ 25 000 sur 50 000 pour ce qui est du socio, mais du corpo, pardon, excusez-moi, c'est facile à mélanger les deux. Mais bref, non, ça va quand même bien. C'est sûr que là, ça commence à un petit peu descendre, là, je te dirais, le financement par rapport à notre projet. Pas parce que il n'y a plus vraiment d'action posée envers ça, mais par le fait aussi que le temps des fêtes commence puis Ouais. que ben, les dons pour les entreprises, c'est un petit peu Puis, moins je fort. sais pas si tu as remarqué, là, mais moi, c'est du hasard, mais sur mes réseaux sociaux, les camps qui sont en financement en ce moment ou en campagne, là, vous, c'est autre chose. C'était un événement c'était vraiment au début de la saison, mais là, en ce moment, il y a plein de camps de vac qui sont dans leur campagne habituelle. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, là, les gens sont peut-être plus tournés vers leur camp, leur propre camp ou tout ça, là. Mais tout ça C'est- pour dire qu'on est vraiment content de l'argent qu'on a ramassé jusqu'à maintenant parce que ça vient du cœur puis ça va vraiment aider directement les enfants qui ont besoin dans notre région. Exact. Puis aujourd'hui, parlant d'enfants dans leur région, on parle des camps de vacances. Des camps de vacances, puis avec peut-être un angle aussi expédition, parce que dans tous les épisodes qu'on a fait, on a eu quelques directeurs ou coordonnateurs de camps de vac. Mais nos deux invités d'aujourd'hui, là, c'est pas nécessairement la spécialité de leur camp, mais dans les deux cas, les enfants font des sorties assez longues, là, qui dépassent des fois le 2 semaines. Donc, ils vont arriver au camp, ils vont partir très longtemps. Puis c'est une expérience camp qu'on n'a pas beaucoup abordée là, depuis le début. Effectivement, mais on est super content de vous présenter en fait Vincent Normando, qui est directeur du camp 4 saisons, et Catherine Bussière, qui est directrice du camp 3 saumons dans les camps Odyssée. Alors, on va les accueillir. Ils s'en viennent. Bonjour Catherine. Bonjour. Salut Vincent. Wow, ben merci d'être là. Ben, merci à vous pour l'invitation. Good. Ben, écoutez, salut Vincent. Pour commencer, on vous a présenté brièvement. En fait, on a juste énuméré vos postes. Mais puis on a précisé qu'on allait parler de camp de vacances. Mais peut-être pour commencer, Vincent, si tu veux, là, peut-être te présenter puis nous parler un peu de ton parcours en camp, si tu veux. Là, qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui directeur au camp à 4 saisons? Ben, en fait, mon parcours dans les camps, moi, a commencé à l'âge de 10 ans environ. Je suis allé dans un autre camp d'expé comme campeur, où j'ai passé parmi les plus belles années de mon enfance et de mon adolescence. J'ai fait avec eux les programmes de longues expéditions, là, de 20 jours et plus de canot camping. Ça m'a vraiment donné la piqûre. Par la suite, ben, j'ai travaillé comme moniteur pendant 3 étés. J'ai adoré. Ça m'a tellement donné la piqûre que j'ai laissé faire mes ambitions de sciences politiques pour devenir guide de plein air à temps plein. J'ai réaligné tout mon cheminement de carrière face à mon expérience dans les camps. Je suis donc devenu guide de plein air. J'ai roulé ma bosse dans le tourisme d'aventure pendant plusieurs années. Ensuite, dans le côté administratif aussi, là, j'ai été représentant de vente, directeur des ventes, conseiller en développement stratégique dans le milieu du plein air pendant plusieurs années. Et ben, c'est tout récemment, ça va être ma 4e année maintenant au camp 4 saisons, mais je viens de terminer ma première comme directeur général. L'ancien directeur général était un de mes anciens formateurs au cégep.
en plein air, quand j'ai déménagé dans la région, ici dans les Laurentides, on s'est croisés comme ça, puis on s'est dit hey, ça serait le fun de travailler ensemble, ça a donc bien l'air le fun ton camp de vacances, moi ça. Puis j'ai pris un rôle, là, malgré, même si j'approchais la quarantaine à l'époque, il dit ben écoute, j'ai pas vraiment de job pour un gars qualifié comme toi, mais ben regarde, moi je suis un guide de plein air, fait qu'une job de chef de camp spécialiste expédition, ça peut être le fun, ça peut être un bel été. J'ai pris un poste de chef de camp, qui normalement c'est un jeune début vingtaine qui allait faire ça. J'ai tripé. J'ai aimé la gang, j'ai aimé le camp, je suis vraiment tombé en amour avec l'organisation. Puis, ben, peu à peu, avec évidemment la plupart des gens qui font des carrières relativement courtes en camp de vacances, ça m'a permis de monter les échelons tranquillement jusqu'à ce que le directeur lui-même quitte en me pavant la voie vers le poste. Là. Puis finalement, je retrouve beaucoup des mêmes choses du travail de moniteur, mais dans le travail de directeur. Tu sais, moi, je dis à mon staff à tous les jours que je suis leur moniteur. C'est mon groupe de jeunes. Tu sais. Puis, c'est comme ça que j'approche mon travail de direction, disons, l'été. Bon, en ce moment, au mois de novembre, c'est pas tout à fait, ça ressemble pas du tout à un travail de moniteur de camp, là. C'est de la gestion, c'est de l'administration, mais l'été, c'est vraiment, je crois, le rôle qui est important là, d'un directeur de camp, là, c'est de mettre ce chapeau-là, de dire, ben moi, c'est des jeunes que j'ai avec moi, c'est de les faire grandir, c'est de les faire s'épanouir finalement. Ils ont plus 10, 12 ans, ils ont 19, 20 ans, mais c'est essentiellement la même mission. Alors, c'est à ça que je me raccroche aujourd'hui dans le monde des camps, puis je trouve ça tellement plaisant comme travail, comme mission, si on veut. Puis par curiosité, c'est un peu mon parcours dans les camps. Puis quand tu parlais de Vincent à 10 ans qui rentre dans les camps, avais-tu déjà ce profil-là d'aller dans les camps de plein air ou c'était-tu complètement nouveau? T'en étais où à 10 ans là, quand tu as commencé dans les camps? Ben, j'oserais pas dire que ma famille n'est pas une famille de plein aireux, mais pas tout à fait non plus. Ben oui, moi, je suis pratiquement né dans un canot, mais j'allais à la pêche à perche chaude avec mon grand-père en canot quand j'avais 3 ans. Okay. Puis, oui, on allait au Pellet, on faisait un petit peu de plein air, mais pas énormément. Vraiment, c'était de l'aventure douce, là, un peu du camping urbain en roulotte. Fait que ça a vraiment été le camp là, qui m'a fait découvrir tout ce côté-là. Là. Dans le canot d'eau vive qui est devenu ma passion principale dans la vie aussi. Là. Une grosse partie de ma carrière a été basée en canot d'eau vive. Là. C'est ce que j'ai découvert à travers les camps. OK. Puis la décision de ce changement de carrière-là, est-ce que ça a été une décision difficile? Ben, difficile, je ne sais pas si c'est le bon, mais c'est quand même un gros switch là, d'orientation. Là. Absolument pas. Ça a été plus difficile à gérer l'opinion parentale, l'opinion des autres que ma propre décision. Ça a été extrêmement facile pour moi de prendre cette décision-là. Mais finalement, je me souviendrai toujours, mon père, très sérieusement, me regarder et dire « Ouais, c'est peut-être pas le meilleur des milieux, mais bonne chance, puis va au bout de ton pitch, mon gars. » C'est bon. Parce que tu peux, mais peut-être jusqu'au bout. Alors, j'honore cette parole-là depuis le début. Je pense que j'essaie d'aller jusqu'au bout, pousser et de me défoncer dans cette carrière-là, ce qui n'est pas évident. Mais non, je ne regrette pas du tout d'avoir fait une carrière en plein air. Puis encore là, de se rapprocher des camps, là, c'est merveilleux ce que ça redonne. Puis avant de passer à Catherine, peut-être dernière question, là, rapidement, 4 saisons. On est à quel endroit au Québec? Puis peut-être combien de jeunes, l'âge des enfants, rapidement, juste pour avoir un aperçu. Oui. On est dans le petit village de la Macasa, qui n'est pas très connu, c'est juste à côté du Parc national du Mont-Tremblant. On est à côté de Mont-Tremblant, dans les Hautes-Laurentides, donc environ à 2 heures au nord de Montréal. C'est un camp, bon, comme on disait, spécialisé en expédition. On accueille environ, c'est un petit camp, on accueille environ 400 jeunes là, en colonie de vacances. Si on exclut les groupes extérieurs et tout ça, là, les jeunes de colonie de vacances, c'est environ 400 jeunes par été qu'on reçoit, dont près de la moitié, c'est, disons, le tiers, là, un gros tiers fort, c'est des adolescents qui partent en expédition, ce qui est vraiment notre grande force. Puis ta plus longue expédition est combien de temps? 22 jours. OK, c'est ça. OK. Parfait. 22 jours.
Wow! Oui. Bien, Catherine, ça va être à ton tour, justement, de nous présenter un peu ton portrait de jeune Catherine qui arrive au camp et qu'est-ce qui a fait en sorte, justement, que tu as voulu continuer ben, ta vie dans les camps? Ben, en fait, moi, je suis tombée dans le monde des camps, j'avais 4 ans. Donc, une petite mini Catherine qui est allée au camp. J'ai fait plusieurs camps. Je viens pas d'une famille qui est nécessairement très près des camps de vacances, mais mon père était un scout, là, donc il y a quand même des liens là-dedans. Puis mon grand-père était bien ami avec Pierre Bigawette, qui était directeur général des camps Odyssée, ben, en fait, de ce qui était Camp Trois Saumons et Minogami à l'époque. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée catapultée à Trois-Saumons. Puis, j'ai fait toute ma carrière de campeuse dans différents camps. Je passais mes étés, là, j'allais à Trois-Saumons, puis après ça, le reste de l'été, 40 jours à Québec, 40 jours Keno, ce genre de place-là. Donc, tout l'été, là, moi, c'était des camps de la fin de l'école jusqu'au retour à l'école. Après ça, ben, quand j'ai eu l'âge de travailler dans les camps, j'ai fait le switch. J'ai fait l'école de formation des moniteurs à Trois-Saumons, puis après ça, je suis rentrée comme monitrice. J'ai travaillé pendant 11 étés. Puis après ça, ben, à un moment donné, il était temps de tirer ma révérence. Donc, je suis partie travailler dans mon domaine d'études. Moi aussi, j'ai fait une réorientation de carrière. Moi, j'ai étudié en ingénierie. J'ai travaillé pendant 6 ans comme ingénieur civil. Puis après ça, ben, je suis revenue au camp. Donc, j'ai tout laissé ça de côté, puis je suis revenue au camp. L'appel du camp était trop fort, là. Ça me manquait énormément, puis je sentais que j'avais encore tellement de choses que je pouvais, moi, apprendre, mais aussi apprendre à d'autres gens là, sur le camp. Donc, l'opportunité, quand que je l'ai vu passer, je n'ai pas pu m'empêcher de sauter dessus. Et je ne regrette pas du tout ce choix-là. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'avoir la chance de retourner au camp. Ça fait 3 ans maintenant. Ben, en fait, 2020 était mon troisième été, un peu spécial, mais troisième été quand même, on le compte. Donc, Dis-moi, Catherine, en fait, mettons, là, je suis convaincu qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent, qui se disent Hey, mais moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans un camp, puis j'ai ce call-là d'aller dans un camp. Peux-tu juste nous dire, mettons, la journée où tu as eu cette révélation-là, ou que tu voulais comme retourner à tes amours de camp, comme c'est quoi qui s'est passé exactement? En fait, j'essaie juste peut-être de comprendre la situation. ben, en fait, c'est super pragmatique comme moment, mais oui, il y a effectivement un moment où j'ai réalisé ça. Je marchais dans la rue près de chez moi, dans le quartier de Limoilou à Québec, et j'ai croisé une jeune fille de peut-être 15-16 ans qui semblait garder une enfant plus jeune. C'est peut-être sa petite sœur ou qu'elle faisait garder tout simplement. Puis, il revenait de la piscine municipale et la petite fille, elle devait avoir 4 ou 5 ans, elle était toute petite. Elle était en maillot de bain, nu-pied sur le trottoir avec sa gardienne. Puis là, moi, je l'ai vue. Puis la première chose que je me suis dit, c'est « Oh mon Dieu, si cette jeune fille-là était monitrice au camp, elle saurait que cet enfant-là doit porter des sandales, un T-shirt. » Donc, c'est super comme... C'est zéro fantastique et... mais c'est ça, c'est super rationnel que je me dis, le camp apporte tellement, puis moi, il y a tellement de choses que je fais, des petits détails, juste, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, si j'ai des lunettes fumées, je les enlève, j'ai appris ça au camp, là, c'est Denis Jean qui m'a appris ça parce que par politesse, quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, donc c'est ce genre de choses-là qu'on apprend au camp, puis qui nous marque pour la vie après ça, donc ce petit détail-là, moi, ça m'a dit, ah, je dois retourner au camp, j'ai pas le choix. Donc, à partir de là, j'ai fait les démarches qu'il fallait, puis ça a donné que le poste ouvrait aussi comme directrice à Trois-Saumons. Donc, voilà. Puis pour ceux qui ne savent pas, ben, le camp Trois-Saumons, c'est un camp principalement de vacances. On a un tout petit camp de jour d'une vingtaine de jeunes, mais c'est principalement un camp de vacances. Sur le camp, on reçoit jusqu'à 350 enfants à la fois. Donc, dans un été, on peut avoir à peu près 1400 campeurs. De ça, ben, il y a des groupes, on a du camp traditionnel, donc vraiment des activités de camp de vacances, mais on va avoir aussi des longues expéditions. Nous, on se spécialise en randonnée pédestre, donc différemment de Vincent qui fait du canot camping, mais le concept de l'expédition est là aussi. Et on va jusqu'à 21 jours d'expédition pour nos plus vieux. Puis, on a aussi une école de voile, donc on va avoir un profil là, voile complet où on va faire les niveaux de Voile Canada. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour ceux qui trippent moins peut-être sur la randonnée. On va chercher un autre
un autre profil là, à travers la voile. Donc, et on a plein de petits groupes spécialisés autres là, qui, ici et là, dont un camp pour jeunes diabétiques et d'autres choses pas comme ça. Oui, on a eu quelques anecdotes justement avec le camp de Guillaume, mais ça, pour le savoir, il va falloir écouter notre épisode 1 de la saison 2. L'épisode 2, c'est avec Félix Boulanger. Oui, c'est ça. L'épisode 2. Puis, puis rapidement, peut-être vous entendre les deux, là, parce que ça aussi, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais tu sais, Kat, tu viens d'ouvrir un peu une porte en disant, ben, on accueille, exemple, on a le groupe des diabétiques, là, mais vos camps, Vincent, je ne sais pas, Vincent, est-ce que vous êtes ouvert à l'année ou c'est juste saisonnier? C'est principalement saisonnier. C'est ça, mais les deux, par exemple, je sais que vous accueillez des groupes qui ne sont pas nécessaires. Ça peut être des groupes scouts, ça peut être des diabétiques, mais vous accueillez, exemple, Trois Saumons, il y a eu une année, il y a eu le camp des enfants hémophiles, tout ça, mais vos sites permettent aussi d'accueillir des jeunes ou des groupes qui n'auraient pas nécessairement accès à cette expérience plein air-là. Je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu de ça. Oui, ben, chez nous, on se fait un peu une spécialité vers les jeunes qui proviennent de milieux défavorisés. Donc, on fait beaucoup affaire avec des maisons de jeunes ou des groupes scouts qui viennent particulièrement de milieux plus difficiles. On parle de milieux racisés ou de milieux défavorisés, principalement de Montréal. Et dans ce contexte-là d'accueil de groupe, notre camp est disponible à l'année. Pas cette année, mais en général, oui, même à l'automne, au printemps ou en plein hiver, des groupes autonomes ou semi-autonomes peuvent venir séjourner chez nous pour faire toutes sortes d'activités. On a des groupes scouts qui viennent faire leur jamboree ou leur cours de survie, etc. Donc, oui, on essaie de garder un gros volet inclusif dans notre camp et d'accessibilité au plein air là, qui est très en vogue et très important finalement. Puis toi, Catherine, aussi, je pense? Oui, ben d'un côté, nous, avec la Fondation des camps Odyssée, c'est sûr qu'on va aller chercher des jeunes qui sont dans des clientèles peut-être plus vulnérables, qui vont avoir la chance de pouvoir venir au camp, soit en individuel où on va un peu subventionner le séjour ou en faisant partie de certains groupes. Puis on a également la partie Odyssée Aventure aussi là, qui est en démarrage là, dans les camps Odyssée. Ben, démarrage depuis 2018 déjà, là, donc ça avance, qui va vraiment aller justement faire plus de ce qui est de l'intervention par la nature et l'aventure. Donc là, mon collègue Bruno pourrait vous en parler plus en détail, mais c'est vraiment justement de l'accessibilité au plein air qu'on fait sur nos différents sites de camp, mais aussi sur d'autres sites avec qui on est partenaire, avec des organismes là, qui travaillent directement avec les jeunes. Donc, c'est une belle façon de rendre le plein air plus accessible. Oui, puis dans un de nos épisodes, Yannick Godin, directeur d'un autre camp, avait mentionné, bon, il parlait d'enjeux des camps de vacances, puis il parlait justement d'accessibilité, puis il parlait qu'un des défis des camps de vac, justement, c'est que ce soit accessible à tout le monde par le coût du camp, tu sais. Mais un truc, je trouve que on oublie souvent, puis qui vous rend accessible, c'est toute la période printemps ou automne pour les écoles. Tu sais, c'est majeur. Là. Moi, ça m'avait vraiment impressionné dans mes premières années à Trois-Saumons, le nombre, puis je sais que c'est encore le cas, le nombre d'écoles qui viennent faire des 24 heures, des 48 heures, des jeunes de sixième année, des fois du primaire, que c'est leur première fois à vie qu'ils ne dorment pas à la maison, là. Ça, c'est souvent quand on parle des camps de vagues et de leurs impacts, on pense, c'est correct, là, on passe à la saison estivale, mais tout ce moment-là du printemps, pour moi, est aussi important que la période d'été. Là. Parce que les classes nature, là, c'est impressionnant, autant au printemps que même à l'automne. Nous, à l'automne, on se concentre plus sur des écoles secondaires qui font des activités d'intégration, donc secondaire 1, sont animés par leur propre secondaire 5. Bon, c'est sûr que cette année, c'était différent, mais dans le temps normal, là, ce principe-là est vraiment intéressant parce que les secondaires 5, bien, ils sont venus quand ils étaient en secondaire 1, ils connaissent un peu le site, puis là, ils transmettent ça, puis en même temps, ça fait une ouverture incroyable sur le secondaire pour ces jeunes de secondaire 1-là de vivre quelque chose en groupe comme ça, mais aussi avec le moniteur. Donc, les classes nature, ça a beaucoup de valeur, moi, dans mon cœur, personnellement. Là, donc, je trouve ça super important. Est-ce que je comprends, dans la formule justement de classe nature, il y a une bourse qui est dédiée à une meilleure accessibilité au niveau des écoles en sortie scolaire? C'était ça? En fait, c'est que la sortie scolaire, des fois, peut être peut-être plus accessible qu'un séjour d'une semaine pour plein de raisons. L'école va faire du financement ou l'école va absorber un coût de la sortie. C'est sûr que le parent doit quand même sortir un montant, mais ça reste que
que c'est pour un 24-48 heures, des fois, c'est plus abordable que, mettons, un séjour en une semaine, ou des fois, ça va permettre à des enfants de se dire, ils vont passer en 48 heures, ils vont avoir un déclic, puis peut-être que l'année d'après, le parent, quand il va investir sa monnaie loisir, bien, il va peut-être en mettre un peu plus dans le camp de vac en se disant, hey, mon enfant a capoté, puis on va l'essayer une semaine, tu sais. L'aspect du printemps pour beaucoup de camps de vac est hyper important, puis ça a peut-être un aussi grand impact qui est différent, mais un impact aussi grand que ce que les jeunes font l'été, tu sais. Ah, tellement. Parce que je trouve que souvent, on n'en parle pas nécessairement assez de comme le nombre d'enfants en pourcentage au Québec qui ont accès à des camps grâce au programme de financement au niveau justement de la défavorisation. Tu sais, ça, je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est énormément connu de monsieur, madame, tout le monde, de savoir à quel point que beaucoup de jeunes peuvent décrocher pour la première fois sur un site de plein air grâce à des organisations comme la vôtre. Je parle de vous deux, là, la mienne aussi, mais c'est vous autres qui êtes en vedette. Non, mais ça reste que, je veux dire, l'argent, des fois, il y a le frein quand même de l'argent pour profiter d'une expérience comme celle-là. Puis nous, ben, grâce à des bonnes études de secteur, avec des bons contacts avec les CLSC, on est capable de vraiment cibler ces jeunes-là qui ont besoin de cette expérience-là. En tout cas, je vous lève mon chapeau. Puis je serais curieux, pour parler sur autre chose, là, je serais curieux de vous entendre, peut-être Vincent en premier. Là. Moi, quelqu'un de l'extérieur qui vous voit travailler ou développer des carrières dans ces camps-là, ça reste que vos ressources humaines, les gens avec qui vous travaillez, vos équipes, sont des gens beaucoup plus jeunes que vous. Vous allez peut-être être amené à travailler avec eux peut-être pendant 2-3 mois. Vos équipes de gestion, là, je ne sais pas respectivement, mais des fois, ça peut être un peu plus longtemps dans l'année. Mais comment vous réussissez à vous adapter à ça? Le fait que, je ne sais pas si ma question est claire, mais le fait que vous travaillez avec une jeunesse qui a un bon roulement, puis que vous, ben, votre réalité peut-être est ailleurs parce que vous vieillissez. Comment vous mélangez tout ça pour réussir à faire que ça fonctionne? Je trouve que c'est assez intéressant. C'est une très bonne question, en fait. Ben moi, je suis un peu chanceux. Ça fait classique à dire, là, mais moi, je suis un parfait mini-wheat. Du sens que moi, j'ai. Je suis un gars quand même pas mal sérieux, des bonnes connaissances en affaires, etc. Mais ma première passion, ce qui m'allume, ça reste un sport extrême. Moi, je suis un gars qui, dans ses loisirs, saute des chutes en canot. Je fais partie d'une équipe commanditée là-dedans. J'ai bâti ma carrière, mes loisirs dans le sport extrême. Ça, la science veut que ça soit qu'on a quelque chose, quelque part dans nos gènes, qu'on reste un peu ado toute notre vie. Bon. Ça fait que dans mon cas présent, même à 40 ans, là, moi, ça me va très bien de travailler avec des jeunes. Je crois vraiment à ce que je disais tantôt, que je participe encore à leur développement, même si ce sont des adultes, ce sont des jeunes adultes. Moi, mes directeurs de camp à l'époque, quand j'étais un jeune moniteur, très énervé, plein de potentiel, mais incontrôlable, quand mes directeurs de camp ont réussi à me pousser dans le bon chemin, ils ont fait un travail extraordinaire, puis ça m'a marqué. Ça m'a dit, hey, il y a moyen d'être complètement fou, mais aligné dans une traque, puis que ça serve. Donc, canaliser ce côté fou-là, puis de le canaliser, puis de l'envoyer à bon escient. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de faire maintenant. Ça me permet, oui, de rester jeune, de travailler avec des jeunes. Si j'oublie ma responsable service à la clientèle, qui a à peu près mon âge, la deuxième plus vieille dans mon organisation, elle a 27 ans, ma coordonnatrice. J'adore travailler avec. On est un team de la mort. C'est tellement. On travaille super bien ensemble. Moi, j'adore travailler avec des plus jeunes. C'est vraiment motivant. Ils ont une énergie incroyable. Et ça, c'est un bel échange, là, dans le fond. Moi, je me nourris de leur belle énergie, puis je leur en remets autant que je peux. Donc, pour moi, cette différence d'âge-là ne fait pas une immense différence. J'ai l'occasion de rebalancer quand là, il faut sortir le DG hors saison qui s'habille un peu plus chic puis qui va dans des bureaux de ministère, etc. Je suis capable de revirer le mini-wheat de bord puis d'enlever le T-shirt puis de mettre une chemise propre tout ça. Ça fait... faut être très polyvalent. Je pense que ça permet justement d'avoir cette saine balance-là. Donc, d'être capable d'être un peu sérieux, oui, mais de ne pas
pas vieillir prématurément là-dedans non plus, là, de ne pas se perdre là-dedans. Donc, pour moi, c'est une bénédiction, c'est une chance incroyable que d'avoir ce contexte-là. Je ne le vois pas comme un obstacle, mais plutôt comme un gros plus. Est-ce que c'est moi, gang, ou il y a comme personne qui fait leur âge en direction de camp? Non, mais ça arrive souvent là, que, comme pour vrai, il y a des gens, là, je trouve, intemporels. Genre, je ne sais pas pourquoi, là, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous autres. Mais bref, mini Le parenthèse. contexte aide, ça doit aider. Le contexte de travail doit aider. Puis toi, Ça nous garde jeunes. Toi, Catherine? Bien, mon Dieu, j'adore la métaphore de Vincent sur le mini-wheat. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire parce qu'effectivement, le fait de travailler avec cette jeunesse incroyable, là, j'adore ça, travailler avec les jeunes de notre personnel. Je trouve que ça crée un équilibre dans cette année-là qui est assez disparate. Là, notre job d'hiver versus notre job d'été, c'est deux mondes complètement. Ça n'a rien à voir ce qu'on fait quand on fait des budgets puis de l'embauche versus quand on gère du terrain puis qu'il y a des toilettes qui débordent puis qu'il y a des choses qui se passent de tout bord, de côté. Donc, c'est le fait de pouvoir côtoyer ces jeunes-là, moi, je trouve que ça apporte vraiment un équilibre intéressant dans ce qu'on fait. Puis moi, c'est super égocentrique, ce que je veux dire, mais ces jeunes-là m'apportent énormément aussi. J'espère que j'ai la chance de leur apporter des choses dans leur vie, mais moi, ils me font grandir. Travailler dans les camps, c'est beaucoup d'apprendre l'humilité. On fait des erreurs, on fait des choses, on travaille avec des humains. Puis de travailler avec ces jeunes-là qui comprennent, qui sont compréhensifs, puis qui sont eux autres aussi en apprentissage, bien, ça te permet aussi d'apprendre en faisant ta job, parce que comme on a vu, il n'y a personne qui a vraiment étudié en directeur de camp. Fait qu'on apprend un peu on the fly. Puis de travailler avec des jeunes qui, eux autres aussi, sont là pour apprendre, mais ça, moi, personnellement, je trouve ça super enrichissant. Donc, c'est que du plaisir. Moi, ça m'amène à vous poser la question, avez-vous déjà eu, bien, sûrement en fait, là, mais avez-vous déjà eu comme un jeune employé qui vient vous voir qu'il y a un problème qui se présente devant lui, vous avez zéro la solution, là. Mais comme, gardez votre calme. Comment vous faites pour gérer un problème qui survient comme ça, puis que comme ça, vous n'avez pas rencontré ce problème-là avant dans votre carrière de gestionnaire? Comment vous réagissez face à votre employé? Catherine? En fait, ça, c'est quasiment le quotidien d'un directeur de camp. Ben, c'est des pour ça situations qu'on n'a jamais vues, ça arrive tout le temps. Mais je pense que, d'un, l'expérience aide beaucoup, le fait d'en avoir justement vécu plein des situations à quoi on ne s'attendait pas. L'air de rien, moi, j'ai travaillé aussi moins que Vincent, mais quand même fait quelques expéditions comme monitrice. Puis le contexte d'expédition m'a appris à gérer ces choses-là avec un peu plus de calme, je pense, parce qu'en expédition, tu ne peux pas te mettre à être paniqué. Donc, le fait d'avoir vécu ça, peut-être que ça aide aussi. Mais je ne sais pas, je pense que le contexte d'être dans la nature quand tu es au camp, ça te permet aussi de voir ces choses-là avec un autre œil. Puis le fait d'être, on disait justement, ils sont plus jeunes que nous, ben ça nous permet d'avoir un certain recul sur les situations qui nous amènent aussi. Donc, peut-être que ça aide à réagir différemment puis à peut-être les aider à trouver leur solution et non pas leur mettre la solution dans les mains aussi. C'est une bonne vision. Oui, puis faire un rebond rapide, là, puis pour que les gens comprennent, pensez-y. Là. Ben, mettons, Vincent et Catherine, ils ont leur équipe, mettons, qui gère les moniteurs, ils ont les moniteurs. Puis souvent, dans nos podcasts, on a parlé de l'aspect humain. Puis dans les imprévus, dans vos deux cas, là, il y a aussi les imprévus de leur vie, de la vie de vos employés, qui dorment dans votre camp, mais qui vont vivre, puis qui des fois, c'est pas comme en camp de jour, là, moi, je peux le conseiller, je peux être là, mais ça reste qu'à la fin de la journée, papa, maman ou son meilleur ami est disponible. Mais en camp de vac, là, oui, il peut y lâcher un coup de fil en fin de journée, là, mais souvent, le premier contact, ça va être son animateur de camp ou ça va être le directeur de camp, qui va être informé de ça. Puis ça, c'est un aspect assez. Puis je pense que les directeurs de camp sont choisis un peu aussi dans cet aspect-là. Là. Je pense qu'il faut avoir un espèce d'un côté humain quand même développé. Là. Mais ça, c'est quelque chose aussi que je suis convaincu que vous avez fait face à plein de situations humaines que dans votre vie à vous n'avez jamais vécu, mais vous avez quand même été capable de faire preuve de toutes les valeurs que vos moniteurs, que votre expérience camp vous a données, ben, elle a servi dans ces moments-là. T'sais.
Mais, Je pense que oui. vas-y, Elle Vincent. l'a vraiment bien dit, mais elle a tellement raison. Je pense qu'à quelque part, d'avoir la capacité de ramasser toute notre expérience de vie, puis peut-être la laisser sur la table, puis d'être capable de faire des liens avec tous ces petits moments-là, une situation inconnue, au final, c'est une opportunité. Il faut la voir comme une opportunité. Quand un de mes staffs arrive devant moi puis m'amène un problème auquel je n'avais pas pensé, je dois être reconnaissant de ça. Parce que c'est une chance incroyable pour moi d'apprendre à travers cette situation-là. Je pense que ça, c'est une des parties les plus belles, puis les plus importantes. C'est un mindset qu'on doit se donner comme bon gestionnaire de camp, de se rendre réceptif à ces situations-là et de prendre tout notre bagage d'expérience qui peut avoir aucun lien avec la situation. Ben, c'est d'aller piger à gauche puis à droite, puis de là, d'amalgamer une espèce de recette qui va apporter quelque chose à ce jeune-là. Je pense que c'est vraiment la prédisposition à la situation qui va nous amener à être capable de bien réagir face à ça. Pour vrai, j'avais jamais réalisé à quel point que, comme le faire du camp de vacances, puis j'en ai fait du camp de vacances, juste pour vous le dire, là, mais c'est que j'ai l'impression que faire du camp de vacances, c'est avoir une bonne capacité à pouvoir mettre la switch à off, mais comme de tout donner pour les jeunes. J'ai l'impression que c'est vraiment un dévouement quand tu t'en vas animer en camp de vacances. Puis surtout, comme quand vous me parlez de randonnée de 22 jours, là, tu te mets vraiment sur pause, puis tu vis le moment présent, puis comme les personnes les plus importantes pour toi à ce moment-là, c'est ton groupe de jeunes. Je veux dire, c'est carrément ça, là. Parce que, Ouais, en tout puis cas, ils c'est vivent capoté. avec. Tu sais, ça devient pendant un mois, 2 mois, sans être nécessairement en expert sur le site, là, ça devient une petite société. Là. Puis, tu sais, Catherine puis Vincent, vous pensez, dans votre été, vous pensez à votre programmation, à vos experts, mais vous pensez aussi à OK, qu'est-ce que je vais faire dans mon été pour qu'ils se sentent bien à chaque semaine? Tu sais? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour. Tu sais, parce qu'ils vivent, c'est tellement intense. Tu sais, le classique, c'est de dire que 2 personnes, mettons 2 mentors qui vont apprendre à se connaître pendant l'été, ça équivaut quasiment à une année de vie en ville. Tu sais, le 2 mois au camp équivaut quasiment à un an à comment on apprend à se connaître, tout ça. Fait que, non, c'est clair. Le camp de vac a ce plus-là que je pense que, malgré tous les efforts qu'un bon gestionnaire peut faire, un camp de jour ne peut pas atteindre ça parce qu'ils vivent là. Fait que, puis il n'y a pas de détachement. Là, ceux qui arrivent à partir du printemps et qui partent au mois d'août, là, c'est du 3-4 mois. Là. Non, oui, la fin de semaine, des fois, tout ça, là, je veux dire, ils ne sont pas cloîtrés là pendant 4 mois, mais c'est une expérience immersive assez intense puis importante. Pour moi, un peu, j'ai pas fait beaucoup de camps de jour, là, comparativement peut-être à Guillaume puis François, mais je vois le camp de jour comme étant une accumulation de plusieurs petits sprints. Chaque jour est comme un petit sprint où ça doit être magique et merveilleux, tout dans une journée. Le camp de vacances, pour moi, c'est plus un marathon. Ça se fait sur plus longtemps. On est moins dans le sensationnel immédiat parce qu'on a le temps, justement, juste les moments qu'on passe en soirée avec nos campeurs. Puis là, je dis ça comme quand j'étais monitrice, mais d'être juste assis dans la hutte puis de jaser avec tes campeurs, tes campeuses, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire au camp de jour. Tu n'as pas le temps. Là. Ta journée est trop courte, elle est déjà finie. Au camp de vacances, on a tellement de temps. Ça, je pense que c'est une des plus belles richesses qu'on a sur le camp, c'est de pouvoir prendre le temps de juste apprendre à connaître nos jeunes encore plus en profondeur pendant leur séjour. Puis je serais curieux de t'entendre, Vincent, là-dessus, parce qu'à t'entendre parler, d'après moi, tu vas être d'accord avec mon prochain propos, mais puis je pense que les camps de vac aussi restent, je ne sais pas si barrière, c'est le bon mot, mais il y a plein d'enjeux de société qui touchent nos jeunes aujourd'hui. Puis je trouve que les camps de vac restent un rempart, je ne sais pas si c'est trop intense, le barrière ou rempart ou genre, mais reste un rempart majeur devant ces enjeux-là. Tu sais, la technologie, qui sont toujours devant leurs écrans, la technologie, le fait qu'ils s'expriment peut-être moins en public, tout ça. Je suis vendu camp de vac, là, genre, je le sais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de milieux comme le plein air ou l'expédition qui permettent de contrer ou de montrer un autre aspect peut-être de la société comme le camp de vac le fait. Tu sais. En longue durée. Ben, je ne peux pas être plus d'accord avec toi là-dessus. Moi, c'est ce que ça m'a fait découvrir comme campeur, principalement l'adolescence. C'est un moment qui est très, très charnière dans la vie. En ce moment, et puis je pense que maintenant,
avoir été un campeur maintenant, je pense que ça m'aurait encore plus marqué qu'avoir été un campeur des années 90. Une chance que je n'étais pas campeur maintenant. Ça m'aurait juste beaucoup trop influencé. Mais on est tellement hyper stimulé, hyper connecté avec les téléphones, la télévision, tout va hyper vite. Une fois en expédition, une fois que tu es rendu dans le bois, Catherine le mentionnait comme quoi les petits moments de silence d'un camp de vacances sont parmi les plus beaux moments. Donc, oui, la piste d'Hébertis, oui, le tir à l'arc, oui, la pièce de théâtre, mais c'est les petits moments entre le soir, dans la hutte, etc., qui sont là. Une fois en expédition, ces petits moments-là, c'est presque toute la journée. Quand tu fais 22 jours de canot camping, c'est pas vrai que tu vas être tout le temps en train de parler puis de connaître ton partenaire de canot. Tu vas passer des fois 2-3 heures en parfait silence à traverser un lac. Pendant ces 2-3 heures-là, tu es en silence avec toi-même. Si tu n'es pas capable de passer du bon temps avec toi-même, ça ne sera pas le fun. Parce que tu vas en passer des heures pendant une expé, qu'elle soit de 4 jours ou de 10 jours ou de 22 jours. Tu vas passer d'innombrables heures seul dans ta tête. Puis ça, c'est pas tout le temps évident pour un jeune de 14-15 ans. Ça fait aussi partie du rôle du moniteur que de rendre apte ce petit cerveau d'ado qui se développe à bien recevoir ces moments de solitude-là, ces moments contemplatifs, ces moments d'introspection qu'on n'a plus vraiment puis qu'on ne met pas en valeur tant que ça dans notre société, ce qui est bien dommage. Face à toute cette surstimulation-là qu'on a. Donc, ce petit moment magique, on dit de la musique, c'est pas les notes, c'est le silence entre les notes. Ben, je pense que ça va aussi pour la vie en général et principalement pour la vie en expédition. C'est ces moments-là face à soi-même, tout seul dans notre tête, qui sont les plus formateurs. Et ça, oui, ça prend des moniteurs guides, ça prend des directeurs de camp, directrices qui vont prédisposer toute l'activité à ça, à ces moments-là qui vont être hyper formateurs pour les ados, pour les jeunes. Donc, tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Guillaume. Mais si je peux. Oui, vas-y. Ben, en fait, je vais comme prendre un peu de ce que Catherine a dit puis Vincent a dit, en fait, qui m'interpelle beaucoup parce que j'essayais de mettre un mot là-dessus lorsque j'étais animateur en camp de vacances et même lorsque j'étais gestionnaire de staff en camp de vacances. J'appelais ça les moments de vraie vie. En fait, les moments où ce que, comme au camp, ben, c'est pas juste des activités, c'est carrément apprendre avec d'autres mondes de ton âge qui sont peut-être pas nécessairement venus pour les mêmes raisons que toi, mais la raison commune, c'est d'avoir du plaisir et de grandir dans cet univers-là. Puis moi, pour avoir fait le switch de camp de vacances à camp de jour, la première semaine de camp de jour que j'ai faite en animation, j'étais brûlé bien raide parce que je voulais tout faire ce qu'on faisait dans un camp de vacances, mais en une semaine de camp de jour. Puis de là, le marathon qui était pas mal plus agréable pour moi à ce moment-là que de vraiment me défoncer à fond au camp de jour parce que j'étais comme « Ah, mais là, on a jasé ben trop longtemps autour d'un feu, il faut aller faire une autre activité. » C'est comme de différence-là entre l'apprentissage de soi et la perte de temps qui, comme au camp de jour, faut qu'elle soit remise en perspective, je pense. Parce que le dîner, là, c'est tellement important. Je veux dire, c'est là que tu commences à apprendre tes jeunes. Là. En tout cas, vous me direz si je me trompe. Les repas, ben oui. Non, c'est vrai. C'est vrai, puis je pense, moi, c'est ce qui m'avait, le fait, la plus grosse cassure quand je suis passé du camp de vac au camp de jour, parce que je pense qu'au niveau des employés, camp de jour, j'ai un peu accès au marathon, mais au niveau de genre, je suis totalement d'accord avec Catherine. Au niveau de l'expérience camp, c'est complètement différent, puis c'est plus rapide parce que j'ai des enfants qui viennent une semaine, j'en ai pas, tu sais, en moyenne sur 7, là, ils viennent 3, tu sais. Fait que ça, ça a été la cassure la plus difficile, mais je pense qu'on réussit quand même, par exemple, à le faire, le marathon avec notre staff en camp de jour. Mais c'est vrai que c'est tough d'accoter la magnifique description que Vincent vient de faire par rapport à ce que des petits moments en camp.
Puis, puis peut-être pour rentrer un peu dans les expéditions, là, plus concrètement, là, parce que moi, là, dans mon entourage, là, quand je dis qu'on part en expédition, puis là, à des gens qui ne connaissent pas les camps, là, les gens ont 1000 questions. Là. Ils partent, je pense pas que les gens ont conscience de comment c'est rendu structuré, professionnel, qu'il y a de la formation, autant les moniteurs avant l'été que les enfants pendant l'été. Fait que j'aimerais ça un peu peut-être vous entendre sur cette structure-là qui existe dans les camps quand on envoie. En plus, 4, vous commencez, vous avez des 3-4 ans, vous avez des 5-6 ans qui font des petites sorties. Il y en a qui crieraient au drame, mais vous faites ça depuis que le camp existe. Il y en a qui, j'exagère un peu quand le camp fait ça depuis qu'il existe, mais moi, j'ai toujours connu Trois Saumons avec des sorties dodo pour les tout petits. Fait que peut-être, j'aimerais ça vous entendre là-dessus sur la structure des expéditions. Vincent, tu en as parlé là, quand tu as un cours d'eau aux expés puis qu'on s'assure que tous les petits moments soient bien ordonnés. À quoi ça ressemble les expéditions chez vous? Comment ça s'organise? Ben, chez nous en particulier, nous, l'expédition, c'est au cœur même du séjour. Même les plus jeunes, là, dès le début, à 7-8 ans, vont faire des petites expéditions. Et les jeunes sont invités à participer à toute l'organisation. Donc, on leur met, ça c'est l'avantage d'être un petit camp, on leur met devant eux plusieurs différents trajets qu'on va leur offrir. Ils vont confectionner le menu aussi d'expédition avec leur moniteur et tout ça. Pour vraiment bâtir leur projet. Jusque les plus vieux, la grande expédition chez nous, le séjour, il commence normalement en janvier-février, où les jeunes vont se rencontrer avec les moniteurs, décider où ils vont, faire une partie du financement, décider du menu, des équipements qu'ils vont avoir besoin. On leur fait même, les adolescents, monter le plan des mesures d'urgence. Donc, sont où les points d'évacuation sur la rivière, etc. Le travail commence très rapidement aussi. La plupart de nos moniteurs rendus à cet âge-là, ce ne sont plus que des moniteurs, mais on embauche des professionnels, des guides en plein air en tout début de carrière. Donc, c'est souvent leur premier emploi. Ils font le pont. Là, ils ont été moniteurs pendant un camp. Là, ils ont quitté les camps. Ils ont fait les écoles de tourisme d'aventure pour devenir guides. Puis là, ils reviennent dans les camps pour faire ces longues expéditions-là, les 10 jours, les 20 jours et plus. Donc, c'est leur première expérience en emploi, souvent comme guide professionnel. Mais ça amène aussi un niveau, disons, très, très élevé là, de compétences, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les camps. Là. Moi, je n'ai rien à redire sur les moniteurs que j'ai eus. Ils étaient extraordinaires. Ils m'ont poussé dans ce sport-là. Mais ça n'a rien à voir au niveau formation de ce que nos moniteurs maintenant ont. Ce qu'ils ont maintenant, c'est du 80. Ils sont premiers répondants en région éloignée. Ils sont sauveteurs en eau vive. Ils ont toute leur formation canot, en eau vive, etc. On passe des heures et des heures. Moi, je suis formateur en canot, en sauvetage en eau vive. C'est moi-même qui enlève mon chapeau de directeur, même mon chapeau de formateur, puis je vais donner la formation de guide à mes employés au printemps. Tout ça en même temps, c'est un super beau contact là, avec les. Moi, c'est ma gâterie de l'année là, de pouvoir revêtir mon dry suit, ma pagaie, puis d'aller pagayer avec mon staff. Ça, c'est le plus beau moment de la saison, ou presque. Là. Mais donc, il y a un niveau de professionnalisme qu'on va chercher dans les camps maintenant, qui n'a pas toujours été là, qui est très élevé. Nous, on est accrédité Aventure Écotourisme Québec. Pour l'instant, on est encore le seul camp d'expédition pour lequel c'est le cas, mais je sais que l'organisation de Catherine, on vous parraine là-dedans dans votre entrée à l'AEQ aussi. Donc, ça va s'en venir standard pour la plupart des camps d'expédition. C'est un gros pas qui est fait en avant. Ça amène vraiment là, pour le parent, d'un, c'est très sécurisant. Nos moniteurs partent là, avec des téléphones satellites, avec des spots où on est capable d'avoir, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le temps, quand on partait 22 jours, on était parti 22 jours. Maintenant, à quelques reprises dans le séjour, mes guides, ils m'appellent, ils me font un petit résumé de l'expé, puis là, je suis capable d'écrire à tous les parents pour leur donner des nouvelles. « Hey, ça fait 12 jours que vos jeunes sont partis, ils nous ont donné des nouvelles, tout va bien, 2-3 anecdotes comiques. » Ça amène un niveau de confiance qui est beaucoup plus élevé. Tous nos jeunes sont couverts par Air Médic, donc il y a moindrement un problème. Ils sont évacués en hélicoptère. Nous, on a du staff qui est de garde 24 heures sur 24. Moi, j'ai déjà répondu à des appels d'urgence à devoir régler des problèmes en expédition à 2 heures du matin, sauf dans le minibus avec la scie mécanique. C'est des choses qui arrivent. On est prêt. On carbure à ça. C'est un peu d'adrénaline. C'est offrir un service haut de gamme, de haute qualité pour des jeunes qui n'auraient pas accès à ça souvent.
Et même, je dirais pour les jeunes, même les employés, moi, je suis un guide en plein air. Mes plus belles et mes plus grandes expéditions comme guide professionnel, c'était mes premières comme moniteur. Et c'est vrai encore pour les guides maintenant. Il n'y a pas un guide en tourisme qui va amener des Européens 20 jours en expédition de rivière au Québec à Baie James. Ça se fait en camp de vacances et qu'en camp de vacances. Ça serait le fun. On y rêvait tous quand on est allé à l'école de guide là, de faire du 20 jours d'expé, mais non. La réalité, c'est les jeunes de camp qui font ça. Et ben, comme je disais, le niveau d'organisation, c'est immense. Vraiment, que ce soit le plan des mesures d'urgence, les menus qui sont confectionnés, santé. Nous, nos jeunes partent, il n'y a pas de ravitaillement. Donc, quand on part 22 jours, soit canot-camping ou randonnée pédestre ou cyclo-camping, on offre les trois. C'est en complète autonomie pour les 22-23 jours d'expédition. Donc, ça prend une grande, grande organisation. Là. Excusez-moi, je suis vraiment impressionné. Je suis comme... Ouais. Ah, c'est vraiment, vraiment hot. Toi, Catherine? Ben, nous, c'est semblable, mais différent. Donc, il y a des choses qui se ressemblent. Il y a des choses qui sont différentes. Vincent l'a dit un peu, là, nous, dans l'organisation, en fait, on a 2 camps de vacances. Il y a le camp Trois-Saumons où on va se spécialiser en randonnée pédestre, point de vue expédition. Et on a le camp Minagami qui fait du canot-camping. Donc, la quantité de gens en expédition en même temps dans les 2 camps est assez grande. Minagami aussi accueille à peu près 350 campeurs à la fois. Et eux autres, il y en a vraiment beaucoup qui partent en expé en même temps. Donc, cette logistique-là ne repose pas sur une seule personne, évidemment, mais il y a une personne qui travaille à l'année sur la logistique des expéditions, que ce soit de monter justement des plans d'urgence, établir les trajets. Nous, dans notre cas, les trajets sont établis à l'avance, là, parce que je pense que ce serait pas réaliste d'avoir des campeurs qui les choisissent. Mais les campeurs savent, par contre, dans leur progression, dans leur cheminement au niveau des expéditions, mais ils savent que, OK, bien là, cette année, je fais ce trajet-là, mais l'année prochaine, je vais avoir la chance de faire celui-là, puis après ça, l'autre niveau, donc de monter un peu dans la progression des expéditions. Puis c'est un peu ça que Guillaume, tu disais tout à l'heure. Effectivement, nous, on commence à 4 ans avec les bébites à patates. Et à 4 ans, ils vont faire une nuit en expédition. Pour eux, c'est la grosse affaire. Nous, on sait très bien qu'ils sont encore sur le site du camp. C'est une tente dans une tente prospecteur, donc qui est toute aménagée. Mais eux partent avec leur sac à dos, leur sac de couchage, tout leur kit. Puis pour eux, c'est la grosse expérience d'expédition. Puis c'est ça, je pense, qui fait la magie un peu dans tout ça, puis ce qui fait que les enfants veulent rester, c'est que justement, on les amène progressivement vers ces grands défis-là de 14 puis de 20 jours. Parce qu'évidemment, si on part avec un enfant qui n'a jamais fait ça, puis on l'envoie 5 jours dans le bois, même avec les meilleurs moniteurs du monde, il va peut-être être un peu réticent, mais si on l'amène une nuit, puis après ça 2 nuits, puis on augmente le challenge, on est proche du camp, après ça, on part en minibus, puis on s'en va un peu plus loin. Donc, la progression va vraiment aider l'enfant à se sentir à l'aise. Moi, personnellement, en tant que campeuse, j'ai souvenir de ça. Là. Je me souviens de mes premières expéditions, puis je me souviens que j'étais stressée de dormir sur la tente. Je trouvais ça... J'étais inquiète quasiment avant de partir. Puis, à un moment donné, à force d'en faire, puis de le faire progressivement, on m'a sorti de ma zone de confort une petite coche à la fois. Puis après ça, j'ai fini monitrice randonneuse dans mes dernières années. Donc, c'est un cheminement qui se fait puis qui s'apprend puis qui reste après ça. Donc, Vincent le disait, c'est les plus belles expériences, les plus gros trajets, les choses les plus impressionnantes que tu vas faire. Mais on le voit là, dans notre taf, il y en a plein qui veulent faire des expéditions. Le camp, c'est une occasion en or parce que jamais, je pense, tu vas avoir la chance d'être avec 10 autres jeunes de ton âge à vivre la même expérience. Mais après ça, ça donne la piqûre. Là. Tout le monde veut en refaire. Moi, cet été, il y a du monde qui m'appelait. On peut-tu avoir du matériel? On peut-tu partir? On peut-tu aller à telle place? Les gens veulent. Les gens aiment ça. Ça reste pour le restant de ses jours. Puis je pense que c'est des loisirs qui sont incroyablement formateurs. Donc, c'est le fun que ça reste avec eux dans leur cœur. Puis ça... Vas-y, François. Ah, excuse. En fait, la bébite à patates, là, ça se trouve être combien de temps? Combien de temps? Combien de distance que vous faites avec eux? Parce que pour eux, c'est sûr que peu importe la distance que vous faites, c'est énorme, là. Mais c'est quoi la réelle distance qu'ils font, les bébites à patates? Bien, pour vrai, en distance, je n'ai pas la mesure, mais moi, mettons, me rendre là à partir de leur hutte où est-ce qu'ils dorment jusqu'au site d'expédition,
ça doit me prendre gros maximum 5 minutes avec mes jambes d'adulte. C'est sûr Mais ce qui est qu'eux, avec drôle, leurs petites pattes d'enfants, c'est c'est plus que long. des fois, ils vont Non, prendre c'est une clair. pause collation entre la hutte puis le site d'XP parce que, tu sais, c'est des grosses sorties, mais non, c'est ça. Puis tout est adapté, le site est adapté aux enfants, tout est vraiment bien fait. Puis aussi, ce qui est gros aussi avec les expéditions, puis ça, je sais, puis je pense que c'est comme tough de le savoir si tu n'en as jamais fait, c'est qu'il y a plein d'apprentissages, c'est qu'Étienne Allos, mais c'est vrai, c'est qu'il y a plein d'apprentissages que tu vas faire, tu sais, le fait de en tout cas, qui vont te servir sur un paquet d'affaires plus tard, qui ne seront pas nécessairement liés au plein air. Tu sais, moi, je me rappelle comme moniteur, là, moi, j'étais moniteur extraverti, j'avais pas de problème pour parler en avant, puis chanter fort, tout ça, mais j'étais zéro plein air, là. Genre, monter une tente, prendre des décisions, puis tu sais, puis, tu sais, toute la partie, genre, prendre soin de ton groupe. Genre, juste cette partie-là en XP, là, c'est bon pour plein d'affaires plus tard dans ta gestion d'équipe, tout ça. Puis surtout, tu sais, quand tu as la chance de le faire peut-être à 7, 8, 9 ans, après ça, tu sais, on en a tous dans notre bagage des expériences de campeurs qui sont partis en XP, qui étaient un profil type, qui sont revenus au camp l'année d'après, puis qui avaient complètement changé, là, qui étaient rendus président de classe, qui étaient, tu sais, qui avaient pris des initiatives de fou parce que cette expérience, sans l'avoir exprimé, tu sais, ils ont fait leur expo au camp, c'était chill, ils ont eu full de fun, ça les a marqués, mais ils ne savent pas tous les trucs que quand ils vont vivre après à l'extérieur du camp, qui des fois, ils vont prendre des initiatives parce qu'ils vont avoir vécu l'expédition en camp. Fait que, tu sais, il y a aussi cet aspect-là qui est hyper important de l'après-camp, qui est autant que pendant le camp. Mais, tu sais, les expéditions, veut pas, là, malgré tous les défis, puis les sommets, puis les rivières, les rapides, tout ce qu'on va faire, ça reste un prétexte pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se gérer soi-même. Tu sais, surtout les ados, là, les plus jeunes, c'est sûr que les moniteurs vont plus se gérer, mais les ados, tu sais, apprendre à dire, OK, là, j'ai mal, tu sais, j'ai mal pacté mon sac parce que là, ça tire d'un bord, ou tu sais, d'arriver le soir et de dire, OK, là, je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Tu sais, d'apprendre à se gérer soi-même. L'expédition, c'est le meilleur milieu pour apprendre ça. Puis après ça, tu reviens en ville, puis là, tu sais te gérer. Là, puis on sait que c'est pas le cas de tous les ados qu'on croise en ville. Fait que d'avoir cette expérience-là, c'est incroyable. Là, après ça, quand ils reviennent, fait que, c'est des apprentissages que tu penses pas quand tu dis, je vais aller monter une montagne, mais tu sais, je vais devenir muscler des jambes, puis je vais arriver en haut, je vais avoir des sommets. Mais non, là, tu vas apprendre tellement de choses sur toi-même que tu vas pouvoir répéter après ça dans différents contextes. Donc, c'est vraiment juste un prétexte, finalement, partir en XP. Puis qu'est-ce que vous dites? En quoi d'abord, parce que là, vous avez parlé d'XP Longue, vos enfants sortent, mais en quoi le site de camp est important d'abord? Tu sais, parce que vos enfants, ils sortent longtemps, mais est-ce que vos sites de camp, en quoi ils ont une importance dans ces jours-là, dans l'expérience camp, si vos enfants sortent aussi longtemps? C'était une petite question piège, mais j'y ai pensé. J'y ai pensé avant le podcast, puis je m'étais dit, je vais leur poser la question. En quoi leur site de camp est important si les enfants partent aussi longtemps? Écoute, c'est la motivation à revenir. C'est là qu'ils reviennent. Il faut que ça soit accueillant, d'abord et avant tout. Sinon, ils n'auront pas le goût de revenir. Mais non, mais un peu comme Catherine le disait, je pense que la progression et l'attachement est important. Je pense qu'on cultive ça, de un, pour des raisons humaines, de deux, pour des raisons évidentes marketing. Mais bon, on va focuser sur l'idée humaine. Les plus jeunes, moi, je me souviens quand j'étais à ma première année de camp, quand j'ai regardé, bon, on va le nommer, moi, j'étais campeur à Minogany. Quand je regardais les pionniers arriver, les grandes expés, pour moi, la hiérarchie dans un camp était simple. Tu avais les campeurs, tu avais les moniteurs, puis tu avais ceux qui partaient à grande expé. Parce que pour nous, à 16-17 ans, quand moi j'avais 10 ans, les jeunes de 16-17 ans, avec 3 poils dans la face, ils avaient le même âge que mes moniteurs. Là. Moi, je ne faisais pas de différence d'âge. Pour moi, c'était des adultes à 16-17 ans. Mais ce n'était pas des moniteurs de camp qui voulaient jouer au tir à l'arc avec moi. C'était des adultes qui partaient pendant 20 quelques jours en canot. Ça n'avait juste pas de bon sens, comment c'était irréel dans ma petite tête, qui était tellement émerveillé de partir une nuit de l'autre côté du lac. Alors, pour moi, dès la première année, puis je pense que c'est le cas pour la plupart des jeunes qui vont dans des camps spécialisés en expédition, tous nos autres années vont être une préparation vers ce but ultime-là, qui est de faire ces grandes expéditions-là, que ce soit les séjours pionniers ou la grande expé chez nous.
Donc, toutes tes années de camp servent à ça. Alors, le site, à quoi il sert? Ben, il sert à ça. Il sert à tout préparer ce cheminement-là. Donc, il devient super important. C'est le port d'attache. C'est de là où partent et reviennent tous les rêves d'expédition. Donc, il y a une importance capitale. Donc, quand je reviens... Tu dis, c'est mon malamute. Quand moi, je me souviens, je revenais comme campeur, quand j'ai mis les pieds sur la plage du camp, j'ai sauté dans les bras de mon partenaire de canot. Je faisais ça devant tous ces jeunes-là de 7, 8, 9, 10, 12 ans. J'avais un rôle, là. Je bouclais la boucle du rêve de ces jeunes-là. Et je me remettais à leur place. Donc, le site de camp a une importance capitale, même si à la fin, dans nos dernières années, on n'y passe que 2-3 jours. C'est capital l'importance du site du camp. 100% d'accord. Mais... Oui, c'était très bien dit, Vincent. C'est difficile de dire plus. Je rajouterais une petite chose quand même. Ouais. Mais effectivement, il y a le site. Moi, je pense qu'une des choses qui me marque beaucoup aussi, c'est la famille, la communauté, les gens qui sont là. Vincent, tu l'as dit avec les arrivées de pions, mais nous, chez nous, c'est les arrivées de randonneurs. Puis je suis convaincue que les arrivées de longues expés chez vous, c'est la même chose. Ce moment-là d'arriver devant tout le monde t'attend. Là. Les gens sont assis là, puis ils t'attendent, ils ont hâte de te voir. Ces moments-là, c'est incroyable. J'en parle, j'ai des frissons. Juste ça donne le goût de revenir pour, justement, comme tu as dit, transmettre, puis boucler la boucle, puis qu'après ça, tu le sais que dans ces jeunes-là qui sont assis, il y en a qui sont des futurs randonneurs qui ont envie de lever la main, puis d'aller pacter leur sac à dos, puis de partir faire ce que tu viens de faire. Donc, oui, le site, mais je pense que les gens qui habitent le site aussi. Puis souvent, en tout cas, chez nous, c'est le cas. Les jeunes qui sont là quand l'expé revient de 21 jours, c'était pas eux qui étaient là quand ils sont partis. C'est même pas les mêmes. Mais l'excitement est là pareil parce qu'ils savent ça fait longtemps qu'ils sont partis. Puis justement parce qu'eux, ils n'étaient pas arrivés encore quand le groupe est parti, ça a donc bien l'air de faire longtemps qu'ils sont sur la trail. Fait que ça, c'est la grande famille du camp qui attend, peu importe qui sont les enfants, puis si tu les connais ou pas, ben, c'est quelque chose qui rapproche tout le monde, je pense, puis qui donne le goût de faire ces défis-là. Oui, puis je pense qu'il y a une énergie. Pour mes souvenirs, moi, si je ne suis pas parti longtemps, j'étais parti une semaine, même avec des campeurs peut-être un peu plus longtemps, là, mais c'était. Les gens, c'est dur pour les gens de comprendre quand tu ne viens pas des camps de vagues, mais c'est que quand tu as mis le doigt dessus, la famille, il y a une énergie que quand tu es sur ton site avec la famille, puis ta gang de camp, que même quand tu es en expé pendant 22 jours, tu as juste hâte de revenir parce que tu le sais qu'ils vont être là pour t'accueillir, puis tu vas retrouver ça. Puis même si c'est pour un 6 heures, parce que tu reviens d'expé, puis mettons à 3 saumons, pour ce que j'ai connu, tu revenais d'expé, mettons les plus longues, mettons la voile, ils revenaient d'expé, le soir, c'était le grand spectacle, mais c'est important, là. Tu ne veux pas manquer la clôture de l'histoire de l'été, fait que c'est tous ces moments-là, je pense, qui font que tout ce qui est bâti sur le site, qui fait que les gens que le site est important, là, ça ne serait pas la même game si, mettons, un 15 passagers allait les chercher à Place Laurier à Québec, puis là, il allait au je ne sais pas où, à la CEPAC pendant 22 jours, puis il revenait après. Il y a quelque chose qui est vraiment important qui se construit sur les sites, qui fait partie, selon moi, de la finalité de l'expérience d'expédition quand même. Ça ne serait pas pareil. Moi, je ne l'ai jamais vécu d'expédition comme ça, mais juste comme avoir en tête que je vais vivre probablement la plus grosse expérience de plein air de ma vie jusqu'à maintenant, puis d'être au bout de tout ça, puis voir le camp au loin, puis comme le sentir que tu arrives, puis que ta deuxième famille est là justement pour comme être content de t'accueillir, ça doit être magique, là, ça doit être complètement fou comme expérience. Il y a des accros qui ne diraient pas deuxième famille, ils diraient juste famille. Dans notre cas, les parents sont invités aussi là, à l'arrivée. Donc, la vraie famille, la famille est là aussi. Bien, ça, moi, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Je regarde les parents qui regardent leurs enfants arriver. La fierté que tu vois dans le visage de ces parents-là, c'est incroyable comment ils sont fiers de leur enfant. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait, là. Ça fait 20 jours qu'ils sont partis, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, mais les parents sont fiers, là. Ils ont raison d'être fiers, là. C'est incroyable ce qu'ils font, ces jeunes-là. Nous, on a des jeunes qui partent en rando en plein mois de juillet puis qui croisent de la neige, là.
Tu t'attends pas à ça. Ils sont au Québec, en Gaspésie, mais il y a de la grosse neige, puis ils traversent ça, puis c'est toutes sortes de défis. Puis les parents, moi, à chaque fois, je suis impressionnée de voir le regard des parents qui regardent leurs enfants arriver au camp, puis c'est beau à voir. Mais carrément, là, vous faites vivre à des jeunes des expériences qu'ils ne vivraient jamais autrement qu'avec vous autres. T'sais, mettons, on va réfléchir là, 2 minutes. Là. Prenez 10 personnes qui ne se connaissent pas, qui partent 22 jours en expédition. Hey, pour vrai, mais tu sais, je ne sais pas si. Ben, justement, une question comme ça, faites-vous ça pour des équipes de travail? Je ne sais pas, moi, une équipe de travail communique avec vous. Nous autres, on est 10 nouvelles personnes. On aimerait ça partir en expédition pour mieux se connaître. Le feriez-vous? Moi, oui, tout à fait. Ben, Je pense que 22 jours, c'est trop dans un contexte de Hey, team 22 building. jours. 22 jours, Mais- tu démissionnes, là. Si tu n'as pas aimé ça. mais, Mais- mais tu vois, François, moi. oui, de plus en plus, je pense qu'il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans, là, dans du team building d'aventure. Puis oui, je pense que ça a une place super importante là, dans le marché du travail. Puis ça peut être hyper formateur. Je te dirais que personnellement, je préférerais encore le faire avec des ados qui ont une plus grande réceptivité sur le monde et tout, probablement que des adultes de mon âge. Oui, je pense que c'est plus le fun avec des ados. Je pense que ça serait beaucoup plus difficile et beaucoup plus périlleux pour des guides de le faire avec de la clientèle adulte là, qui peut-être que leur petite magie est un peu plus éteinte. Là. Ça va être plus de défis d'aller. Non, mais tu sais, juste voir la personne là, que, hey, c'est pas vrai là, que tu vas me montrer quoi faire en plein air. Là. Oui. Mais si c'était pas. Mais tu vois, François, moi, il y a 1 an ou 2, on est venu pendant une journée avec mon équipe de 40 jours à Trois-Saumons. Puis, tu sais, on n'a pas vécu Trois-Saumons. Je voulais juste qu'ils soient au camp. Parce que je savais que ce 9 heures, genre, ce 8,5 heures-ish, où on avait planifié en conséquence, puis si je connaissais le camp, puis je savais où les amener, tout ça. Mais je savais que juste ce 8 heures-là au camp allait faire une différence dans notre chimie d'équipe. Puis, tu sais, la ride de bus pour s'en venir, puis après, tu sais, on avait pensé à tout. Mais juste ça, c'était assez pour tisser des liens. Parce que je sais que je suis vendu fini à ça, mais je sais pas, il y a quelque chose dans les cas, puis je pense qu'il y a quelque chose qui, dans ces sites-là, dans l'accès au plein air, qui est unique, qui est indispensable, qui est unique, qui fait que ça fait une différence dans les équipes de travail. Puis sinon, j'avais une. Ben, je sais pas. Hey, je viens de voir l'heure, là, puis genre, on a donc bien parlé longtemps. Non, mais c'est correct. Mais non, je sais, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, mais j'ai jamais vu le temps aussi rapidement passer de toutes les émissions qu'on a faites. Puis sans parler, puis peut-être pour les gens qui nous écoutent, là, sans tomber, je ne veux pas nécessairement tomber dans ma question, je veux zéro tomber dans la COVID, là. Mais par exemple, là, on a parlé du positif, mais c'est quoi peut-être les enjeux que vivent les camps de vac? Tu sais, parce que ça reste que vous êtes. Je sais, tu sais, est-ce que si. Pour vrai, je n'ai même pas la réponse. Est-ce qu'embaucher, c'est difficile de convaincre des moniteurs de venir chez vous? J'imagine que vous les ciblez dans des profils, mais c'est quoi les enjeux que les camps de vac vivent dans leur quotidien dans les dernières années là, qui fait que des fois, ça peut être plus difficile d'être un gestionnaire de camps de vacances? Qui veut se lancer? Tu peux y aller, Vincent. Tu peux y aller, Vincent. Ben, pour nous, l'embauche du personnel, puis ben, je sais par expérience, puis je devine que c'est encore comme ça pour Catherine aussi. Écoute, le sentiment d'appartenance, de la famille, tout ça, c'est tellement fort que l'embauche du personnel, c'est pas... oui, c'est un défi, mais pas autant que... Je crois qu'on est chanceux par rapport à beaucoup d'autres organisations, beaucoup d'autres camps de jour. Écoute, moi, j'ai même des fois, j'ai le problème contraire. J'ai des jeunes qui vont venir me voir, qui terminent leur grande expé, qui sont comme ouais, Vincent, j'aimerais vraiment ça devenir moniteur, mais je suis pas certain que je vais être capable de faire une aussi bonne job que ce que mes moniteurs m'ont donné à moi. Tu sais, j'ai pas assez confiance en moi. Ça, là, t'es embauché tout de suite, jeune homme ou jeune femme. Tu sais, c'est beau d'entendre ça. Ils voient tellement leur rôle. Puis comme on a l'avantage de les garder vieux avec les séjours d'expédition et tout, tu sais, moi, mes derniers campeurs, ils ont 17-18 ans. Ils pourraient déjà être moniteurs depuis 2 ans dans d'autres camps, mais ils sont encore campeurs.
quand ils appliquent pour être moniteur chez moi, ils connaissent le camp dans le fond de leur poche. Je vous donne un exemple. C'est triste, là, parce qu'en 2020, cette équipe-là n'a jamais eu lieu. C'est mon équipe fantôme. Mais sur 26 moniteurs, ce qui n'est pas énorme, j'embauchais 3 nouveaux, dont 2 étaient des anciens campeurs. C'est fou. Les gens reviennent. Les gens étirent. On parle que généralement, la carrière d'un moniteur, c'est 2 à 3 ans maximum dans un camp de vacances, normalement. Moi, je les garde de 3 à 5, généralement. Justement parce que plus vieux, ben là, ils vont se former comme guides dans l'entre-saison. L'entre-saison, pour eux, étant le reste de l'année normale pour les autres qui ne sont pas dans le monde des camps. Puis là, ils vont revenir, puis ils vont travailler comme guides chez nous, puis où ils vont monter, etc. On a un taux de rétention qui est épouvantablement fort. Et je suis persuadé que les autres camps d'expédition, Trois-Saumons, Minot, Keno, ça va être à peu près la même chose. C'est même, j'imagine que c'est même des emplois qui sont relativement contingentés. Donc, on a une chance incroyable. En même temps, il faut capitaliser sur cette chance-là. Ça nous permet d'avoir du staff incroyable, de créer une magie qui est forte, puis de perpétuer la magie du camp, finalement, plus aisément. Ça amène son lot de défis aussi. Quand on a 26 sur 26 qui se connaissent très bien depuis des années, comme directeur, c'est mieux de les avoir de ton bord. Alors, oui, ça amène son lot de défis, mais c'est du défi très intéressant. T'sais. Pas besoin de rentrer un syndicat au camp 4 saisons. Non, mais ça m'amène à réfléchir justement, tu sais, mettons, tu es un ado, tu t'entends pas bien avec, mettons, une personne en particulier, comme, mais que je sois plus vieux, je vais travailler au camp, puis il sera plus là. Les deux, ils ont la job. Ça t'arrive-tu, ça, ce genre de situation-là? Ouais. Oui, ça peut arriver. Tu sais, ça arrive des fois qu'on se gourre aussi, puis que, tu sais, quand j'embauche avec ma coordo, quand on rencontre, disons, le 1, 2 ou 3 staff qui ne viendra pas de la gang, ben, je suis obligé de les prévenir en entrevue. Leur dire, hey, là, toi, tu t'amènes, là, vous n'allez pas être 20 nouveaux. On va apprendre à se connaître. Vous allez être 2 qui ne connaîtront pas personne. Les 25 autres, ils se connaissent tous déjà depuis 10 ans. Ça amène une perspective un peu différente. Il faut vraiment que j'encadre mes nouveaux puis je les prépare à ça. Donc, comme est-ce que toi, tu vas te sentir intimidé d'être le seul nouveau dans cette gang-là? Si nous, on se gourre et qu'on prend quelqu'un qui ne cadre pas du tout avec la gang, même si sur papier, il y a un CV d'animation débile, si je sais qu'il n'a pas le profil pour fitter avec ma gang, ben, je suis peut-être mieux de prendre quelqu'un qui a peut-être pas un aussi beau CV d'animation, pas autant d'expérience, mais que je vois ce même petit pétillement dans les yeux de me dire, hey, cette personne-là, elle va cadrer avec mon équipe. Tu sais, on est des coachs. Hein? On est quasiment comme un coach de football ou de hockey. On doit former une équipe. On travaille pour un bien commun. Alors, il faut vraiment penser à ça jusque dans l'embauche, de voir ça comme un tout. Et puis surtout, je pense, c'est dans le cas d'un petit camp. Quand on est un camp, je prends l'exemple des camps de Catherine, je me souviens très bien. Quand tu es 100, 120 membres du personnel, si tu ne t'entends pas avec quelqu'un, tu en parles à ton supérieur immédiat, puis vous pouvez être à 1 kilomètre de distance tout l'été l'un de l'autre, sans jamais vous parler ou presque, parce que vous avez carrément animé dans des régions géographiques du camp différentes. Chez moi, dans mon mini-camp, ça n'existe pas. Je n'ai qu'une gang, elle est tissée ultra serrée. Ça amène toute sa part de défi, mais oui, en effet, tu ne peux pas miser sur ouais, si je ne m'entends pas avec telle personne, elle ne sera peut-être plus là. Non, il y a des chances qu'elle soit là aussi. Donc, il faut que tu deals avec ça. C'est une occasion incroyable d'apprentissage. De dire, il va peut-être falloir que je pile dessus, puis je travaille avec cette personne-là cet été, donc comment je vais me préparer à travailler avec quelqu'un avec qui j'ai moins d'affinité? Bien, ça fait partie de l'apprentissage, puis on devient juste des meilleurs humains quand on a réussi à passer par-dessus ça. Puis toi, Kat? Bien, nous, c'est ça, la grosseur du camp rend la chose un peu différente. On est plus à peu près 110 membres du personnel par semaine là, qui sont sur le site. Fait que c'est sûr que c'est ça. Nous, la notion de s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, ben, c'est pas bien grave, ça se peut que tu ne le croises pas tant que ça. Mais c'est quand même pas si fréquent. Par contre, il y a tellement une espèce d'unicité qui se crée entre tous ces gens-là qui
peut-être à l'école ou dans d'autres milieux, ne seraient pas nécessairement tant amis, mais là, le camp, ça les rassemble, ça les rejoint, puis ça leur fait un point en commun. Fait que ça, c'est quand même incroyable là, comment autant de gens peuvent se rejoindre puis se rassembler. Puis en temps normal, on fait une célébration dans le temps des fêtes. Puis tout le monde est content de se voir à la mi-année. Puis tout le monde a donc bien hâte après ça de se revoir en mai ou en juin. Il se crée vraiment des liens malgré la grosseur de cette famille-là. Puis nous, pour moi, c'est une chance, mais on a un bon taux de rétention, mais ça reste qu'on a, en ayant 110 personnes, mais on a quand même beaucoup de place à des gens qui viennent pas du tout des camps de vacances, un peu comme François, là, que je sais que tu es arrivé dans les camps de vacances comme ça. Ben, dans les camps de vacances, comme un camps de cheveu, jour. comme un cheveu, ça soupe. Mais en camp de vacances. J'ai commencé en camp de vacances. Bon, ben, tu sais, c'est ça, des gens qui débarquent là, des amis qui sont des anciens du camp. Moi, ça, je trouve ça merveilleux, ces gens-là qui ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent, mais qui sont game d'embarquer. Puis, tu les vois après ça, ils restent 4, 5, 6 ans sur le camp, puis tu te dis, hey, lui, il ne savait pas tout ce qu'il s'en venait faire. Là. Il n'a pas été campeur, il n'avait jamais vu le site. Il y en a qui n'ont jamais vu le site. Ils se font embaucher à Québec ou à Montréal pendant l'hiver. Puis là, en juin, ils débarquent sur le site avec leurs parents, puis là, les parents les droppent là, puis c'est « vas-y, vole de tes propres ailes ». Fait que ça, moi, je trouve ça incroyable, puis de voir justement cet émerveillement-là dans les yeux de ceux qui n'ont même jamais mis les pieds sur le site. Autant, je trouve ça merveilleux, ceux qui ont été campeurs toute leur vie puis qui ont envie de transmettre cette passion-là, autant ceux qui ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent puis qui se lancent les deux pieds dans l'aventure. Je trouve ça, dans les deux cas, je trouve ça incroyable. Oui, puis c'est pas unique. Hein, moi, j'en ai vu plein, là, des moniteurs qui arrivent, mettons, aux classes vertes, qui venaient dépanner une semaine, juste une semaine. Là. Jamais, plus ou moins animé, un petit bagage d'expérience. Puis là, ils font une semaine au camp, puis là, tout vient de changer. Je peux-tu passer l'été ici? Je vais lâcher ma job en ville. Pas de stress. Je peux revenir dans une semaine, puis si vous avez de la place pour l'été au complet, gardez-moi. Puis, genre, c'est pas unique, là, comme ça arrive. Là, genre. Puis souvent, tu vas combler des places qui te manquaient à l'été par du monde que tu vas accrocher aux classes vertes qui était venu dépanner 24 heures, puis font comme « Oh my God, c'est quoi cette... Quand on parlait d'énergie, puis de famille, puis de site, là, ben, c'est ça, c'est un bon exemple de ça. Là. Effectivement, ça, c'est arrivé souvent. J'ai tellement un flashback de moi qui arrive au camp et qui fait comme « Hey, mais dans le fond, je ne sais même pas si j'aime ça, les enfants. » Mais tu sais, dans le sens, tout simplement comme, ben, tu sais, mettons, quelqu'un va dire « Ben oui, j'aime les enfants. » Mais tant qu'il n'a pas eu comme 12 à sa charge, comme, es-tu capable vraiment de dire si tu aimes les enfants ou pas? Comme dans ce contexte-là. Là. Les camps, justement, c'est une super bonne expérience pour... On voit souvent, on a des jeunes qui étudient en enseignement ou en éducation spécialisée ou ce genre de choses-là qui savent qu'ils ont cette petite étincelle-là, mais qui ne l'ont jamais nécessairement vécu à grande échelle. Oui, tu as gardé des enfants, tu as envie d'apprendre des choses à des enfants, mais tu n'as jamais eu une classe devant toi. Bien, le camp, c'est tellement un beau premier pas dans ce milieu-là pour découvrir puis justement apprendre ces choses-là pour après ça aller vivre dans une gestion de classe dans ton quotidien. Donc, de passer de peut-être 2-3 enfants que tu gardais à un groupe de 12 puis éventuellement pouvoir aller à ta classe, c'est une transition incroyable. Fait que moi, les jeunes qui étudient en enseignement, là, venez travailler chez nous. C'est une expérience incroyable pour eux. Là. Puis puis c'est Yannick qui en avait parlé la première fois, Yannick Godin de ça, là, mais je pense que il devrait avoir une opportunité dans le parcours d'un étudiant en enseignement que le travail en camp soit reconnu. Puis en septembre, j'ai pris une chance, là, par un contact de staff, on a écrit au doyen de l'Université Laval, de la faculté d'enseignement. Puis dans ma lettre, j'ai demandé qu'est-ce qui... Ben là, c'était mieux décrit que ce que je vais vous dire là. C'était quand même un doyen universitaire. Mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faudrait, dans le fond, pour que... Ben là, moi, je parlais pour ma paroisse. Je parlais pour qu'un moniteur qui passe chez nous, de quoi vous avez besoin en termes d'évaluation de ma part pour que ça pourrait être reconnu comme, mettons, un crédit ou le stage 1, mettons, le stage d'observation. Parce que je pense que, en tout cas, pour moi, c'est logique
sais, ce que tu viens de dire, là, Kat, parce qu'on on l'a vécu puis on le sait, mais je pense il y a beaucoup d'enseignants qui bénéficieraient, de jeunes étudiants qui bénéficieraient que ce soit une expérience de classe verte pendant 24 heures ou 2 jours, pour juste qu'ils apprennent à connaître quel genre de prof je suis. Il y a ça aussi, là. Tu sais, parce que tu le vois à l'école, tu as tes stages, tu sais, bon, peut-être au stage 3-4, puis si tu as un prof qui te donne de la place au 1 et 2, tu vas pouvoir l'essayer, mais ça reste que dans un camp, tu vois tu sors de l'académique puis de juste donner de la matière. C'est vivre avec des enfants, interagir avec des enfants. Puis je pense que ça devrait être, en tout cas, je m'élite, là, mais ça devrait être. Ouais. Ben, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Une des choses qui n'est pas nécessairement connue, là, moi j'essaie de le promouvoir des fois dans mes membres du personnel qui étudient en enseignement, mais le fait de travailler en camp peut, quand tu rentres dans les écoles, là, une fois que tu as terminé ton bac et que tu commences à travailler, c'est considéré dans les échelons quand tu rentres dans les commissions scolaires. Donc ça, c'est important de demander à ton patron au camp de te signer une lettre avec les heures que tu as faites parce que ça va être comptabilisé puis ça va te permettre de monter d'échelon direct en rentrant. Donc, je pense qu'ultimement, d'avoir des crédits accordés à ça, ce serait le rêve. Ça, je suis 100% d'accord, puis on peut militer ensemble, ça va me faire plaisir. Mais présentement, au moins, il y a quand même un petit avantage qui est là et qui existe et qui mérite d'être connu à travers ceux qui étudient en enseignement pour qu'ils puissent justement partir un peu plus vite. Kat, tu m'expliques ça, là, puis là, je comprends plein d'affaires pourquoi j'avais autant de demandes de lettres de référence avec les heures comptabilisées de mes responsables et coordonnateurs. Non, mais dans le sens où mais ça, ce que tu dis, Guillaume, pour avoir infiltré de l'intérieur le programme d'enseignement au primaire et au secondaire, pour avoir justement fait passer un peu mes offres d'emploi, il y a énormément de gens qui sont venus appliquer chez nous, qui étaient comme rendus à 2e année d'enseignement au primaire, secondaire, qui n'ont jamais été avec des jeunes. C'est ça. Je veux dire, comme, c'est fou, là, tu sais, t'es à la veille de te faire engager comme enseignant, mais tu n'as pas eu encore l'expérience d'être devant un jeune. Là, je ne parle pas nécessairement de pédagogie scolaire, mais je parle tout simplement de comme, même expliquer un jeu à un groupe de jeunes. Là. C'est tellement un procédé qui peut être bien fait et horriblement mal fait pour perdre le contrôle puis perdre même ton jeu. Ouais. Puis, tu sais, pour conclure sur cette parenthèse-là, puis tu sais, la réponse, puis c'est intéressant parce que j'ai quand même une réponse positive, mais le défi, c'était de le faire correspondre j'ai oublié le terme, mais tu sais, ils ont le faire correspondre à des notions scolaires, mais c'est plus complexe qu'une notion scolaire, là. C'est comment tu peux définir ce qu'ils font dans ton camp, dans le curriculum, c'était quoi le mot? C'était juste d'être capable de. Le cursus, exactement, le cursus scolaire. Parce que pour eux, c'était trop vague. Mais je pense que c'est un milieu de loisirs funky qui rentre dans un milieu très, très structuré. Puis c'est correct là, que l'enseignement des futurs profs soit comme ça. Mais je pense qu'on a notre place. On serait capable Puis je pense pas que ça doit être obligatoire, mais je pense qu'on pourrait être une option intéressante là-dessus. Fin de ma parenthèse sur les profs. Il y avait une question, Guillaume, que tu voulais poser qui est intéressante, donc je vais la poser à ta place. Vas-y. En fait, qu'est-ce que vous auriez jamais appris sans votre expérience en camp de vacances? Comme qu'est-ce là que vous avez ajouté comme performance à votre arc, même si vous n'étiez pas resté nécessairement dans le milieu comme gestionnaire? Qu'est-ce que les camps de vacances vous ont appris? Vous n'auriez pas appris à l'extérieur de ce domaine-là, mais qui va vous servir toute votre vie. Catherine, vas-y donc. Moi, ça se résume en une phrase. Ce que j'ai appris au camp, c'est si toi, tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Parce qu'au camp, c'est 100% vrai, encore plus dans le contexte de classe nature où justement tout va vite. Il faut que si tu commences quelque chose, il faut que tu le finisses, il faut que tu le donnes à quelqu'un d'autre directement entre ses mains en disant tu dois finir ça. Parce qu'il n'y a personne qui va repasser en arrière de toi, que ce soit avec les jeunes ou en classe nature, encore plus, on a l'occasion de faire du terrain, là, de la job administrative d'entretien de terrain, des fois qu'on ne sait pas comment faire. Là, on se lance là-dedans, on a un moniteur, on a 18, 19, 20 ans, on n'a jamais peinturé une salle de bain, puis là, tout d'un coup, il faut qu'on peinture une salle de bain, puis tu n'as jamais découpé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais il faut que tu le fasses au complet. Donc, oui, tu peux aller poser des questions, il va y avoir des gens pour t'encadrer, mais tu vas apprendre tellement par toi-même, tu vas apprendre à
Dire, OK, là, si tu finis, ah ben non, il reste ça, ça, ça. OK, là, si tu finis, puis de te rendre au bout de quelque chose. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris au camp. Puis maintenant, que ce soit dans un projet, c'est peinturer une salle de bain versus monter un nouveau programme pour le camp, c'est des choses complètement différentes. Mais je sais comment regarder chaque détail puis voir, OK, là, est-ce que je suis rendue au bout ou il me reste des étapes à faire? Donc, de faire quelque chose au complet par moi-même, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au camp. Good! Oh, écoute, autant Catherine, tantôt, moi je suis peut-être bon pour imaginer des choses, mais moi on dit que tu es bonne pour synthétiser des idées. Moi j'ai l'impression que juste cette question-là mériterait son propre podcast tellement je ne Oui. saurais pas par où commencer. Il y a tellement de choses. Mais bon, ce petit moment de réflexion, merci d'avoir fait passer Catherine en premier. Je pourrais dire qu'une des choses les plus importantes, c'est de faire passer l'importance du bien commun par rapport au bien personnel. Ça, principalement dans un contexte d'expé, puisque c'est un peu le sujet du podcast. Comprendre à un moment donné, puis surtout à l'adolescence, au jeune adulte, on va se le dire, le niveau bon, là, c'est un gros mot, là, mais le niveau d'égocentrisme à 16-17 ans, tu sais, puis c'est normal d'être un peu tourné vers soi, parce que c'est soi qu'on développe en premier, rendu là. Comment, là, tout d'un coup, une fois avec 10 autres comme moi qui ont des propensions à l'égocentrisme, à l'égoïsme un petit peu, on peut apprendre à vivre ensemble et à devoir tout partager. Tu sais, la portion de bouffe, là, elle est finie. Ce soir, c'est ça qu'on mange, puis il y a juste ça. Donc, il faut qu'elle soit divisée en 10, puis égale. Parce qu'avec ma faim irasciable d'adolescent, insatiable d'adolescent, je pourrais passer à travers le chaudron tout seul, mais les 9 autres aussi. Donc, si je veux que demain, on ait tous du plaisir, ben, je vais rester sur ma faim. Puis les 9 autres aussi, mais à un niveau égal. Après ça, il pleut, il fait pas beau, il fait fret. C'est là. Accepter ça, puis de se dire, ben, je dois me raccrocher à ce qui me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? Je suis avec une gang incroyable, je suis capable de les aider et de garder mon sourire. C'est l'importance du bien commun. Je pense que ça, c'est une des plus belles choses que le camp m'ait appris. Puis de voir l'importance de garder une attitude positive et de l'influence qu'on peut avoir sur les autres. Ça, je l'ai compris, j'étais encore campeur. C'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement comme moniteur, mais c'est quelque chose, justement, qui, une fois mis dans le bois, mis en contexte, où on est complètement sorti de notre zone de confort, ça devient obligatoire pour passer un bon séjour. Puis ça, oui, nos moniteurs font le travail de nous préparer à ça, mais c'est un travail qui doit venir de l'intérieur. Puis je pense que les jeunes qui vont éclore dans les camps de vacances, c'est une des premières choses qu'ils doivent et qu'ils vont comprendre et qui vont fleurir là-dedans, qui vont grandir là-dedans. Donc, c'est d'être capable de partager, c'est d'être capable de bien communiquer pour un bien commun. Donc, ça, oui, ça serait une des multiples facettes qu'on pourrait parler pendant tout un autre podcast. Est-ce que je peux prendre sa réponse? J'adore la réponse de Vincent. Mais vous êtes bon, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup ce que C'est incroyable dans les camps de vacances, là. On est 4 gestionnaires de camps qui viennent de 4 milieux différents. Puis c'est vrai, avec tous les autres gestionnaires de camps, je pense qu'on pourrait tous mettre nos noms dans un chapeau, brasser le chapeau, puis tirer des équipes de gestion au hasard, puis pitcher ça dans tous les camps du Québec, puis ça marcherait. Ouais, ben, je pense qu'on essaye, on le fait tout de suite. Mais... À moins que je gère des 22 jours. Non, mais un poste où tu pourrais cadrer, François. Je suis convaincu que oui. Regarde la qualité des individus gestionnaires que ça a amené, ces camps de vacances-là, puis on a pratiquement tous été des moniteurs et ou des campeurs. Ben, ça veut dire pour moi que les camps, ça marche. Ben oui. C'est un bon exemple que les camps, ça marche. On fera une équipe demain matin, tous les 4, à gérer un projet. On ne se connaît pas, on n'a jamais travaillé ensemble. Je suis certain qu'on avancerait vite vers quelque chose. Puis ça, il faut dire merci au camp pour ça. Vraiment. Les capsules de camp, il faudrait juste ajouter Gabriel Germain.
Mais, non, puis pour faire un petit crush sur l'actualité 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 actuelle, actuelle. ben, on en a parlé beaucoup dans les derniers épisodes. En ce moment, il y a une campagne pour les camps de vac. Puis, tu sais, parce que, à cause, bon, pour l'instant, les camps de vac n'ont pas encore été déconfinés. Puis, ils n'ont pas l'opportunité d'opérer encore. Il n'y a pas de décision qui a été prise sur l'avenir des camps de vac. Mais je trouve ça bien que cet épisode-là ait montré en large à quel point on y croit. Puis je pense pas qu'on est juste 4. Je pense qu'on est bien du monde qui pense ça. Mais toi, Guillaume, comment ça a changé ta vie, les camps de vacances? Qu'est-ce que tu as appris? C'est une bonne question. Ben, moi, c'est surtout au niveau humain, dans le fond. C'est quétaine au bout, là, mais c'est que tu n'as pas de concession à faire sur ta personnalité. C'est vraiment ça que les camps de vac m'ont appris, là. Autre que de la confiance en moi puis de tout ça, mais c'est vraiment que moi, c'est à l'adolescence, là, je me cherchais un peu. Je suis un coach, je suis un sportif, je suis un drôle, je suis un. Mais quand je suis arrivé dans les camps de vac, je n'avais pas cette pression-là. Puis c'est Je suis bien. un sportif, je suis Non, un mais, drôle. non, mais c'est parce que non, mais dans les écoles secondaires, il y a des étiquettes. Tu sais, il y a des Ah, étiquettes. c'est vrai? Puis C'est vrai? tu cherches un peu là-dedans. Puis dans le fond, moi, je me considère comme ouvert, ouvert, je m'en sac là, des étiquettes. Puis genre, pour moi, puis ça, c'est ce que les camps m'ont appris, c'est que chaque personne est importante. Chaque personne va t'apprendre quelque chose sur toi puis sur les autres. Genre. Fait que puis c'est pour ça, puis la finalité de ça, c'est que tu n'as pas à faire de concessions sur qui tu es. Tu peux être qui tu es, puis tu vas trouver ta place. C'est juste que moi, les camps m'ont permis de le savoir un peu plus vite que des fois, on l'apprend dans son emploi de carrière ou des trucs de même. Mais moi, mettons, puis c'est dans mes années moniteurs, c'est pas campeur. C'est vraiment dans mes années moniteurs où là, le cadre du camp m'a permis d'avoir un étampe de comme c'est correct, Guillaume, fais ce que tu as envie de faire, sois toi-même, puis ça va bien aller. Fait que c'est ce que ça m'a appris. Jouer avec les limites du cadre, hein, Guillaume? C'est ça. Je m'en souviens, Mais, c'était ça ta passion. mais ce qui est très drôle par rapport avec ce que Catherine vient de dire, c'est que avant qu'on commence à enregistrer, je décrivais à François Catherine, puis je disais, parce que Catherine a été ma boss pendant longtemps, puis j'ai dit ce que j'aimais de Catherine, c'est que Catherine, elle m'a jamais, dans mes idées folles, elle m'a jamais vraiment dit non. Puis ça, j'en parle encore aujourd'hui dans mes formations à mes responsables de camp, de Catherine, puis de comment, ben, je ne la nomme pas, mais comment elle m'a encadré. Puis je dis souvent que, justement, par rapport à la limite du camp, puis à la limite du cadre, c'est qu'elle ne m'a jamais vraiment dit « fais pas ça ». Tu n'es jamais allé dans le négatif, mais tu m'as toujours amené à réfléchir. Est-ce que c'est la meilleure expérience pour tes campeurs? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Tu pensais à ça? Ouais, mais tel groupe d'âge, s'il va faire ça, là, comment ils vont se sentir? Ou l'autre groupe, comment il va se sentir? Fait que c'est cette réflexion-là que je pense qu'elle était bonne parce que je pense que si elle m'avait dit non tout le temps, j'aurais peut-être pas écouté ou j'aurais trouvé ça plate puis je serais parti des camps, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, pendant qu'on lance des fleurs à Catherine, là, dans le sens. Non, mais en fait, c'est drôle parce que, tu sais, Catherine, moi et toi, tu sais, c'est pas nécessairement tant parler que ça dans la vie, tu sais, je veux dire, mais il y a une discussion à un moment donné qu'on a eue ensemble que je mets encore en pratique aujourd'hui. C'est que dans le fond, quand je vois un jeu, sans nécessairement aller directement demander à l'animateur pourquoi il le fait, moi, j'observe puis je me dis, à ce moment-là, les jeunes sont en train de faire du repérage, sont en train de déduire comment ils vont trouver une bonne cachette, dans le sens où grâce à toi, d'un certain sens, à chaque fois que je vois un jeu, j'essaie de découper les bienfaits qu'ils apportent chez les jeunes. Parce que les animateurs, en fait, un peu de ce que j'avais compris dans la discussion, c'est que les animateurs font tous des jeux que les jeunes vont faire en sorte qu'ils vont se développer dans ce jeu-là, mais il n'y a pas toujours une intention derrière ça. Puis ce que tu m'as appris, c'est un peu comme qu'il devrait en avoir une. C'est ce que j'aimais bien dans la discussion. Ben, en fait, pour résumer, c'est que oui, ben, puis ça ne vient pas de moi. Là. Il y a beaucoup de ce travail-là qui vient de Julie Dumais-Lévesque, qui est une ancienne directrice à Trois-Saumons et qui a eu beaucoup d'impact au niveau du programme pédagogique chez nous. Donc, qui est justement d'avoir une intention pédagogique derrière ce qu'on fait. Puis oui, pour nous, il doit y avoir une intention. L'intention n'est pas toujours un grand projet, là, puis un grand objectif. Des fois, l'intention, c'est juste le plaisir. Mais il y a une intention derrière ce qu'on fait et il y a si on veut un peu un objectif à atteindre et un retour à faire après avec les activités avec les jeunes. Puis ça s'applique à peu près tout. L'expédition,
un des plus grands exemples, la notion de pédagogie en expédition et de faire un retour, que ce soit sur la journée ou sur l'expédition au complet quand on revient au camp. C'est primordial pour clore cette expérience-là, puis justement avoir l'occasion de verbaliser qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris sur soi-même, sur les autres, sur notre relationnel. Mais on le fait, nous, quand on essaye de le faire au quotidien, que ce soit guidé par la structure du camp ou libre au moniteur de poser son intention à travers différentes activités. Donc, on essaie de le faire, mais tu sais, je veux pas, le quotidien du camp fait que les moniteurs, des fois, ils ont d'autres choses à penser aussi, puis ils vivent leur journée, mais on essaie tranquillement de faire qu'il y a au moins juste de réfléchir à c'était quoi mon intention derrière ça, puis est-ce que j'ai réussi à l'atteindre ou pas? Ben, c'est déjà un plus là, que de juste jouer pour jouer sans trop savoir qu'est-ce qu'on fait. Ben, juste cette petite discussion-là a fait des petits. Fait que c'était juste pour te le dire vite comme ça. Puis on peut peut-être conclure là-dessus, mais puis Vincent, là, juste pour te mettre un peu le spotlight aussi sur toi, là, mais quand tu as fait. Moi, parce que dans la campagne, tu as fait une capsule par rapport à les camps en 2021 et tout ça, là, mais comme il n'y a aucun doute de la pureté de ta passion pour les camps de vac. Puis comme, sans exagérer, là, je me suis même dit, en voyant ta capsule, en formation avec mon équipe d'animation, je pourrais mettre ta capsule, puis je pourrais poser la question à mes animateurs, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment en écoutant cette personne-là? Là? Comment elle décrit son staff? Comment elle décrit son camp? Là? Qu'est-ce que vous ressentez? Là? Parce que, en tout cas, c'est tout à ton... Moi, je te connaissais zéro avant ta capsule. Puis quand j'ai vu la capsule, j'ai écrit à François. Puis j'ai dit, j'aimerais vraiment ça que Vincent y passe au podcast. Puis, mais en tout cas, c'est tout à ton honneur. Puis je suis convaincu que ton staff le ressent. Puis dans ton discours, ça paraissait ce soir. Là, mais je pense que on est privilégié de t'avoir comme ambassadeur en tant que gestionnaire de camp, pour vrai. Tu représentes vraiment bien notre milieu. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Oui, la passion est bien, genuine. Excuse-moi, j'ai juste l'anglicisme. C'est bien réel. Là, ouais. C'est nullement du fake. Puis si ça peut encourager quelqu'un, n'importe qui, là, ça n'a pas toujours été naturel là, pour moi. À quelque part, je suis un gars qui, d'abord et avant tout, est un peu gêné dans la vie. Je l'ai travaillé très fort. Les camps m'ont beaucoup aidé là-dedans, de un. De deux, j'étais pas un moniteur qui sortait tant que ça du lot. J'étais ultra passionné, mais il fallait me cadrer un peu. Parce que j'avais besoin d'un peu de gestion de la part des gestionnaires de camp quand j'étais moniteur. Je n'étais pas le superstar qu'on disait, lui, il est né pour faire ça, puis c'est un futur gestionnaire de camp. Absolument pas. Je pense que ça s'est construit à la longue, mais oui, ça s'est construit par la passion d'abord et avant tout. Je pense que c'est important d'être passionné dans la vie. Puis s'il y a quelque chose que je peux essayer de remettre aux gens, c'est ça, c'est de se trouver une passion. Puis si on n'en a pas vers quelque chose de concret, ben c'est juste d'être passionné, tout court. Tu n'as pas besoin d'être concret vers je suis passionné de ça. Non, sois juste passionné, point. Tu sais. Ouais. Ouais. Éric Beauchemin disait il n'y a aucun défaut à être curieux. Il n'y a aucun. Tu sais, quand tu parlais d'être passionné, là, il disait quand tu es dans le monde des camps, pose des questions, intéresse-toi à tout ça. Puis je trouvais que ça résumait bien. C'est un peu ce que tu viens de dire. Que justement, que l'intérêt, la curiosité peut t'amener dans des chemins que tu n'aurais même pas pensé. Là. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. De garder un œil curieux, de garder un œil ouvert. Tu sais, ça fait full cliché puis quétaine de dire que garder un cœur d'enfant, c'est important. Là. Ben oui. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est vrai. Oui, c'est important. Et ça nous amène à... cliché, mais c'est vrai. Vas-y, François. Ah non, en fait, j'ai dit ça nous amène à le garder. Tu sais, je veux dire, moi, quand je forme mon staff et que je leur dis pourquoi que j'aime ma job, il n'y a personne qui sort de là et qui a un doute à savoir si j'aime ma job ou pas. Là, je veux dire, puis je force pas ça. Puis je suis convaincu que chacun d'entre vous, l'amour que vous avez pour les camps, vous ne la forcez pas. Puis, tu sais, j'allais justement arriver un petit peu avec ce que ça m'a appris, les camps de vacances. Bien, c'est tout simplement que j'ai eu beaucoup, beaucoup de jobs quand même avant d'arriver dans un camp à 18 ans.
Mais quand je suis arrivé au camp à 18 ans, à part me poser la question si j'allais aimer ça, je me suis rapidement rendu compte que c'était l'endroit dans ma vie où j'avais travaillé que j'avais absolument besoin de rien changer. Dans le sens où comme j'avais juste besoin de rester moi-même puis d'avoir comme une ouverture à apprendre. Puis pour moi, ça s'est fait facilement. Puis je me suis rarement fait aussi bien accueillir que ça dans un milieu de travail. J'ai vraiment senti que les gens, ils étaient pour vrai, là, contents de me rencontrer, puis contents de m'accueillir dans leur famille, puis que je puisse travailler avec eux. Tu sais. Moi, ça a vraiment été ça le déclic de genre, hey, je souhaite à tout le monde que j'aime de vivre cette expérience-là au moins une fois dans leur vie, de se sentir aussi bien accueilli que ça. Parce que quand tu es accueilli comme ça, là, tous les jeunes qui vont venir à ton camp après ça, ben, tu as le goût de leur donner la même chose, là, c'est sûr. Good. C'est ça. Écoute, à moins que tu voulais racheter de quoi, François, on va battre notre record d'épisodes, mais de longévité d'épisodes. Fait qu'écoutez, un énorme merci pour le partage, sincèrement. On avait les deux vraiment hâte de faire cet épisode-là parce que c'est un sujet facile pour nous et qui nous passionne, mais à chaque fois, je ressors surpris. À chaque fois qu'on a des épisodes avec des sujets comme ça, je ressors tout le temps surpris de ce que les invités apportent. Fait qu'un énorme merci, c'était très intéressant. Merci à vous. C'est super agréable de discuter comme ça. On pourrait effectivement le faire pendant des heures. Il faut s'arrêter à un moment donné. Non, c'est ça, effectivement. C'est ça. Oui, tout à fait. Comme Catherine, merci à vous. C'est une super belle initiative, ce que vous faites, les gars, ces podcasts-là. C'est génial. Je ne connaissais pas beaucoup avant que Tania de la Sécu me dise hey, Vincent, il faut absolument que tu parles à ces gars-là. Ils sont full trippants. C'est débile ce qu'ils font. Elle avait raison. C'est vraiment chapeau à vous. C'est super beau ce que vous faites, un beau travail. Puis ça a été tout un honneur que d'être invité parmi vous. C'est rempli d'humilité et de gratitude face à ça. C'est Merci génial. Beaucoup. Parfait. Ben, merci beaucoup, les amis. Si vous voulez, vous pouvez quitter la conversation avec François. On va conclure l'épisode. Merci. Bye-bye. Bonne soirée. Merci. Un gros merci encore. Bye-bye. Bye. Hey, pour vrai, là, cette émission-là, en tout cas, moi, s'il y a bien quelque chose, justement, que j'entends des fois souvent au camp que j'aimerais ça qu'ils écoutent cette émission-là, c'est à quel point que les camps sont compétents. Il y a tellement, mais tellement de savoir-faire, de savoir-vivre. Hey, pour organiser une expédition, là, je veux dire, on en a eu des petites brides là, dans notre émission d'aujourd'hui, là. Ça prend de la patience, puis ça prend de la logistique incroyable, puis honnêtement, là, ça prend des compétences. C'est-à-dire, on a une belle démonstration quand même avec Catherine et Vincent. Oui, puis deux personnes qui ont changé leur plan de vie, passionnés par l'expérience qui les a touchés, puis on le sait, toi puis moi, pour connaître le milieu, que ce soit Oli, même toi, t'en es un exemple, ou Oli à Portneuf, ou Guillaume Roberge à Fatima avec Phil. Il y a plein de monde qu'on pourrait nommer, qu'on sait que on n'arrête pas de se répéter, mais à quel point ce milieu-là est riche. Alors, vraiment. Mais écoute, on se voit déjà, en fait, pour notre prochain épisode qui va être dans 2 semaines, où on va avoir un épisode spécial des fêtes. Oui, un genre de revue de l'année. Donc, on va être rendu au 5e épisode de la saison 2. On va prendre une pause pour les fêtes et revenir en toute bonne, dans notre bonne vieille routine au retour. Fait que oui, dans 2 semaines. Puis on a l'intention de vous ramener des visages que vous connaissez déjà. Comme ça, on n'aura pas la période où on présente les gens, puis c'est pas parce qu'on ne veut pas présenter d'autres membres, c'est tout simplement qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet très rapidement, puis on a une petite surprise avec d'autres gestionnaires qui vous attendent. C'est vrai. Parfait. Ben écoute, toujours un plaisir, François. Yes, toujours un plaisir, Guillaume. Salut. Bye.